Ma sœur se frottait le ventre. Nous voulons la maison. Mon mari hocha la tête. Signe. Je ris et fis glisser le rapport de laboratoire. Un problème, chuchotai-je. Le médecin dit que tu es stérile. Alors. Qui a-t-il vraiment dans ton ventre? Je m'appelle Eva Thomas. J'ai 32 ans. Vice-présidente des opérations chez Atlas Bridge Logistique à Chicago. Et ce soir, j'étais assise dans une banquette au Copper Finch, me sentant moins comme une cadre d'entreprise et plus comme une prisonnière attendant que le bourreau teste la corde. Le restaurant était étouffant de cherté. C'était le genre d'endroit où l'éclairage était intentionnellement tamisé pour flatter les donateurs vieillissants de la ville, et où le cliquetis de l'argenterie contre la porcelaine ressemblait trop à l'affûtage de couteaux. J'ai regardé une perle de condensation rouler le long de mon verre d'eau, suivant sa trajectoire jusqu'à ce qu'elle heurte la nappe en lin blanc. Elle a laissé une tache sombre et grandissante, pas si différente de la pourriture qui s'était répandue dans ma vie au cours des 3 dernières semaines. En face de moi étaient assis les 2 architectes de ma destruction. Blake Carter, mon mari, était penché en avant, les coudes sur la table. Il arborait l'expression qu'il utilisait lorsqu'il essayait de conclure une affaire sur une berline d'occasion qui avait un problème de transmission qu'il voulait désespérément cacher. C'était un regard de sincérité étudié, un masque de sérieux qui s'arrêtait juste avant ses yeux. À côté de lui était assise Lily Thomas, ma sœur cadette. Elle rayonnait, mais pas de lumière spirituelle. C'était l'éclat radioactif de quelqu'un qui croyait avoir réussi le casse du siècle. Elle portait une robe de maternité de couleur crème qui semblait chère, probablement achetée avec la carte de crédit que je payais chaque mois. Sa main reposait de manière protectrice, performative, sur la légère courbe de son abdomen, caressant le ventre comme si c'était un tas de lingots d'or qu'elle venait de gagner à une tombola. Il pensait être ici pour négocier les termes. Il pensait que nous étions des gens civilisés ayant un dîner civilisé pour discuter de la dissolution d'un mariage qui avait simplement suivi son cours. Il ne savait pas que je ne regardais pas des membres de ma famille de l'autre côté de la table. Je regardais les accusés. Blake s'est éclairci la gorge, un son qui a râpé mes nerfs comme du papier de verre. Il a commencé son discours. Eva, écoute, a-t-il commencé, sa voix baissant à ce registre confidentiel et raisonnable qu'il pensait le faire paraître mature. Nous voulons tous que cela soit à l'amiable. Il n'est pas nécessaire que les avocats deviennent méchants ou que nous fassions traîner les choses. C'est mieux pour tout le monde si nous gardons cela propre. Il a fait une pause, attendant que je hoche la tête, que j'accepte de jouer le rôle de la résolveuse de problèmes pragmatiques que j'avais joué pendant tout notre mariage. Quand je suis restée silencieuse, fixant le nœud de sa cravate, une cravate que je lui avais achetée pour son anniversaire l'année dernière, il s'est agité sur son siège et a continué. Nous avons examiné les chiffres, a-t-il dit, utilisant le « nous » collectif qui me retournait l'estomac. La chose la plus juste à faire est de vendre l'appartement de River North. Nous partageons le capital 50-50e. Cela nous donne à tous les deux une table rase. Et en ce qui concerne les comptes d'investissement, je pense qu'un partage direct est la seule manière morale de gérer cela puisque nous avons construit cette vie ensemble. J'ai failli rire. Construit ensemble. Je me suis souvenu des longues nuits au centre logistique pendant qu'il jouait aux jeux vidéo. Je me suis souvenu de la feuille de calcul que j'avais créée pour rembourser ces $40 000 de dette. Mais j'ai gardé mon visage impassible. Un masque de porcelaine. Et Blake a ajouté, jetant un rapide coup d'œil à Lily avant de me regarder à nouveau avec une hésitation feinte. Compte tenu des circonstances, avec Lily incapable de travailler pendant un certain temps et l'arrivée du bébé, je pense qu'un arrangement de pension alimentaire temporaire est approprié. Juste pour 2 ans, juste jusqu'à ce que je me remette sur pied et que nous nous installions avec le petit. C'est mon enfant, Eva. J'ai une responsabilité. Il l'a dit avec une telle conviction. Mon enfant, comme si son infidélité était un noble fardeau qu'il assumait plutôt qu'un couteau qu'il m'avait tordu dans le dos. Puis ce fut le tour de Lily. Elle s'est penchée en avant, ses yeux grands et scintillants de cette vulnérabilité armée qu'elle avait perfectionnée depuis que nous étions enfants. Elle a tendu la main comme pour toucher la mienne, mais s'est arrêtée en voyant la froideur dans mes yeux. Elle a retiré sa main et est retournée caresser son ventre. « Eva, s'il te plaît, comprends » a-t-elle dit, sa voix tremblant légèrement. « Nous n'avons jamais voulu te faire de mal. L'amour est simplement arrivé. Mais tu es si forte. Tu as toujours été la forte. Tu as ta carrière chez Atlas Bridge. Tu as ta réputation. Tu n'as pas besoin de l'argent comme nous.
Elle a regardé Blake, un regard plein d'adoration écœurante, avant de se tourner à nouveau vers moi. Pense au bébé, ta nièce ou ton neveu. Tu ne voudrais pas qu'il grandisse en difficulté, n'est-ce pas? Maman et papa sont si inquiets de toute cette dispute. Si tu règles ça ce soir, si tu signes juste les papiers et que tu nous laisses avoir le départ dont nous avons besoin, tout le monde pourra guérir. Tu peux sauver la famille. Tu peux être à nouveau la plus grande personne. La plus grande personne, la phrase a résonné dans ma tête. Être la plus grande personne pour qu'ils puissent rester les petits parasites avides qu'ils étaient. Je les ai regardés. J'ai regardé la façon dont le pouce de Blake effleurait le poignet de Lily sous la table. Un geste d'intimité qui était autrefois le mien. J'ai regardé la façon dont Lily évitait de regarder directement dans mes pupilles, se concentrant plutôt sur mon menton ou mon front. J'ai catalogué leur confiance. Ils étaient si sûrs de moi. Ils étaient certains qu'Eva Thomas ferait ce qu'elle avait toujours fait, réparer le gâchis, payer la facture et endurer silencieusement le fardeau pour que tout le monde puisse être à l'aise. Ils misaient sur ma fierté, supposant que je paierais un supplément juste pour faire disparaître la honte de leur liaison. Ils avaient raison sur une chose. J'étais prête à payer un prix élevé, mais pas pour le silence. Le bruit du restaurant semblait s'estomper en un bourdonnement sourd, un bruit blanc contre la clarté aiguë de ma rage. Je n'ai pas touché mon vin. Je n'ai pas pris ma fourchette. Lentement, délibérément, j'ai atteint le sac fourre-tout en cuir posé contre ma jambe. Le mouvement a attiré leur regard. Ils s'attendaient probablement à un chéquier, peut-être à un stylo pour signer l'accord préliminaire que Blake avait bêtement imprimé et placé à côté de son verre d'eau. Au lieu de cela, j'ai sorti une lourde enveloppe en papier craft de format légal. Elle était épaisse. Elle était si pleine de documents que le fermoir peinait à la maintenir fermée. Je ne l'ai pas glissée sur la table. Je l'ai soulevée et l'ai posée au centre de la nappe blanche immaculée. Boum. Le son était lourd et sourd. Un coup de marteau fait de papier. Blake a légèrement sursauté, la glace dans son verre a teinté. Lily a cessé de sourire, sa main se figeant à mi-chemin d'une caresse de son ventre. L'air à notre table a semblé chuter de 10 degrés. Le serveur qui s'approchait avec le panier à pain a vu l'expression sur mon visage et a sagement pivoté, disparaissant dans l'ombre. J'ai posé mes mains sur la table, entrelaçant mes doigts, et j'ai enfin regardé Blake droit dans les yeux. J'ai vu la première lueur de doute fissurer sa façade de vendeur. J'ai vu Lily déglutir difficilement, ses yeux se posant sur l'enveloppe puis revenant sur moi, la confiance s'écoulant de son visage comme l'eau d'un récipient fissuré. Avant de parler de partager quoi que ce soit en deux, ai-je dit, ma voix basse et stable, dépourvue de tout tremblement, il y a une chose que vous deux avez oubliée, et c'est aussi la chose qui décidera de ce soir. Pas de ma vie, mais de la vôtre. Le restaurant s'est estompé. Les visages de mon mari et de ma sœur ont commencé à s'effacer alors que mon esprit s'éloignait du présent, me traînant dans le couloir angoissant du temps. Retour au moment où le sol s'est ouvert pour la première fois sous mes pieds. Retour à il y a 3 semaines, quand je pensais encore avoir une famille. Il y a 3 semaines, le monde était d'une couleur différente. Il était plus lumineux, plus net et rempli d'une promesse dorée que je poursuivais depuis une décennie. Je me tenais dans le bureau d'angle du PDG chez Atlas Bridge Logistique, regardant l'horizon gris de Chicago à travers des vitres du sol au plafond pendant que les mots me submergeaient comme une marée chaude. Vice-présidente des opérations. Ce n'était pas seulement un changement de titre. C'était l'aboutissement de chaque anniversaire manqué, de chaque longue nuit passée à regarder des manifestes d'expédition et de chaque week-end sacrifié au dieu de la gestion de la chaîne d'approvisionnement. Le package de rémunération était stupéfiant. Il y avait une augmentation de salaire qui m'a fait trembler les genoux, une structure de bonus de performance qui pourrait rembourser notre hypothèque en 3 ans, et des options d'achat d'actions qui, une fois acquises, assureraient notre retraite avant que nous n'ayons 40 ans. Je suis sorti de ce bureau en me sentant légère, mes pieds touchant à peine le couloir moquetté. Mon premier instinct, le réflexe qui allait bientôt devenir mon plus grand regret, a été de partager cette victoire avec les personnes que j'aimais. J'ai sorti mon téléphone, mes doigts tremblant si fort que j'ai failli le laisser tomber et j'ai composé le numéro de Blake. Quand il a répondu, j'ai pu entendre la distraction dans sa voix, le bruit de fond d'une télévision. Mais j'ai insisté. Je lui ai dit de libérer son emploi du temps. J'ai appelé Lily ensuite. Je leur ai dit à tous les deux de me retrouver au Copperfinch. Je leur ai dit que c'était la nuit la plus importante de ma vie. Je leur ai dit de commander ce qu'ils voulaient, les steaks les plus chers, les vins les plus vieux,
parce que ce soir tout était offert. Ce soir, nous célébrions le fait que nous avions enfin réussi. Je suis arrivé au restaurant 30 minutes en avance. Je voulais que tout soit parfait. Je portais une robe en soie vert foncé que j'avais achetée 6 mois plus tôt sur un coup de tête et cachée au fond de mon placard, attendant un jour qui s'en sentirait digne. Elle épousait ma silhouette, le tissu frais me faisant me sentir élégante et puissante. Je me suis assise dans la banquette en regardant la porte, organisant le diaporama mental de la façon dont la soirée se déroulerait. J'ai imaginé le visage de Blake s'illuminer de fierté. Je l'ai imaginé levant un verre, me disant qu'il avait toujours su que je pouvais le faire. J'ai imaginé Lily, ma douce et chaotique petite sœur, les larmes aux yeux et me serrant dans ses bras, plaisantant sur le fait qu'elle avait enfin une sœur riche pour la gâter. Je le voyais si clairement. C'était un portrait de famille parfait peint dans mon esprit. Puis la porte s'est ouverte et la peinture a commencé à couler. Ils sont entrés ensemble. C'était le premier détail qui a frappé une note discordante dans ma symphonie, bien que j'ai choisi de l'ignorer. Ils ne sont pas arrivés séparément. Ils ont franchi les lourdes portes en chaîne côte à côte, se déplaçant avec un rythme synchronisé qui parlait d'un voyage partagé. Lily était bien plus habillée que d'habitude pour un dîner décontracté du mardi. Son maquillage était méticuleux, un regard charbonneux qui semblait trop dur pour l'éclairage, et ses cheveux étaient bouclés en vagues parfaites. Elle s'accrochait au bras de Blake, pas lâchement, pas comme une belle-sœur se stabilisant en talons, mais fermement, intimement. Ses doigts étaient enroulés autour de son biceps, pressant le tissu de sa veste. Blake avait l'air différent aussi. Il tripotait sa cravate, un tic nerveux qu'il n'affichait généralement que lorsqu'il était sur le point de me demander de virer de l'argent sur son compte. Quand j'ai fait un signe de la main, un large sourire rayonnant sur mon visage. Il n'a pas souri en retour. Il a regardé le sol. Il a regardé l'hôtesse. Il a regardé partout sauf moi. Ils se sont glissés dans la banquette en face de moi. Lily s'est assise si près de lui que leurs cuisses se touchaient. J'ai senti un picotement de malaise à l'arrière de mon cou, la partie primitive de mon cerveau m'avertissant d'un prédateur, mais mon esprit conscient était trop ivre de succès pour écouter. J'ai poussé le menu vers eux. Commandez n'importe quoi, ai-je dit, ma voix haletante. Sérieusement, prenez le homard. Prenez le wagyu. Nous célébrons. Célébrer quoi exactement, a demandé Blake. Sa voix était tendue, sèche. Je me suis lancé dans mon discours. Je leur ai parlé de la promotion. Je leur ai parlé du titre de vice-présidente. J'ai exposé la vision du nouveau projet national que je dirigerais. Je rayonnais, dégageant de l'énergie, attendant qu'ils attrapent l'étincelle, mais l'étincelle n'a jamais traversé la table. Au lieu de félicitations, j'ai eu un interrogatoire. Alors, a coupé Blake, interrompant ma description du nouveau logiciel de logistique que je gérerais. L'augmentation de salaire est-elle effective immédiatement et la structure des bonus que tu as mentionné? Est-ce de l'argent comptant ou est-ce lié aux indicateurs de fin d'année? J'ai cligné des yeux, confuse par ce soudain passage à la comptabilité. C'est un mélange, ai-je expliqué. Mais l'augmentation du salaire de base commence au prochain cycle de paie. C'est substantiel, Blake, nous pouvons enfin envisager de changer de voiture. Peut-être même ce voyage en Italie dont nous avons parlé. Et les options d'achat d'actions, a ajouté Lily. Sa voix était aiguë, inquisitrice. Elle ne regardait pas mon visage. Elle regardait la bague en diamant à mon doigt. Sont-elles à ton nom uniquement ou s'agit-il d'actifs matrimoniaux? Comment cela fonctionne-t-il si, disons, l'entreprise est vendue? Et l'appartement, a ajouté Blake en se penchant en avant. Ses yeux étaient soudainement intenses. Avec ce nouveau revenu, la structure du capital de l'appartement change-t-elle, ou est-il toujours sous cet LLC que tu as créé? Les questions semblaient comme de l'eau froide jetée à mon visage. Elles sonnaient moins comme des membres de la famille célébrant une étape importante et plus comme des auditeurs à la recherche d'échappatoires fiscales. Il y avait une cupidité dans leurs yeux, une lueur affamée et calculatrice que je n'avais jamais vue auparavant. Ou peut-être qu'elle avait toujours été là, et que j'avais simplement été trop aveuglé par l'amour pour la voir. Pourquoi tout cela a-t-il de l'importance en ce moment, ai-je demandé, un rire nerveux bouillonnant dans ma gorge. Nous avons beaucoup. C'est ça l'essentiel. Nous sommes en sécurité. Le silence qui a suivi était assez lourd pour écraser des os. Lily a regardé Blake. C'était un regard de communication significative. Un signal passé entre conspirateurs.
Blake a pris une profonde inspiration comme un homme sur le point de sauter d'une falaise et a hoché la tête. Lily a tendu la main et a pris celle de Blake. Elle l'a fait juste là, sur la table, directement devant moi. Elle a entrelacé ses doigts avec les siens, serrant fort. Puis elle m'a regardé, un petit sourire triste jouant sur ses lèvres, le genre de sourire qu'une infirmière vous fait avant de vous dire que le patient n'a pas survécu. Nous avons aussi des nouvelles, Eva, a dit Lily. Sa voix était douce, terriblement douce. J'ai une surprise. Je suis enceinte. Mon cerveau a bégayé. Enceinte, Lily? C'est. Qui est le père? Tu ne vois même personne. Elle n'a pas répondu. Elle a juste serré la main de Blake plus fort. J'ai regardé leurs mains jointes. Puis j'ai regardé le visage de Blake. Il devenait d'un gris pâle, transpirant sous le col que je lui avais repassé ce matin-là. C'est le mien, a murmuré Blake. Les bruits du restaurant, le cliquetis des couverts, le faible bourdonnement des conversations, la musique de jazz jouant doucement en arrière-plan ont été instantanément aspirés hors de la pièce. C'était comme si j'avais été plongé sous l'eau. Tout ce que je pouvais entendre était le bruit du sang dans mes oreilles, un rugissement comme un moteur à réaction. Quoi? J'ai articulé le mot, mais aucun son n'est sorti. C'est de Blake, a répété Lily, sa voix gagnant en force, passant de la confession au défi. Nous sommes tombés amoureux, Eva. Ce n'était pas prévu. C'est juste arrivé. Nous avons essayé de le combattre. Nous l'avons vraiment fait. Mais la connexion était trop forte. Et maintenant, il y a un bébé, une partie de Blake, une partie de notre famille. Je suis resté figé. Mes mains reposaient sur la table, serrant toujours la serviette. Je me sentais paralysé, comme si mon système nerveux s'était simplement éteint pour me protéger du traumatisme du moment. Blake m'a finalement regardé, ses yeux implorant une compréhension que je ne possédais pas. Ça a commencé quand tu voyageais pour l'expansion de la côte ouest, a-t-il dit. Les mots se déversant à toute vitesse. J'étais seul. Lily était là. Elle me comprenait. Elle m'écoutait d'une manière que tu n'as pas eu le temps de faire depuis des années. Eva, c'était une erreur au début, mais c'est ensuite devenu réel. Nous ne voulions plus te le cacher, a dit Lily en caressant son ventre. Surtout maintenant, nous devons faire les choses bien pour le bébé. Puis vint le discours de vente pour ma propre destruction. Eva, a dit Blake, sa voix reprenant ce ton de négociation raisonnable. Tu as du succès. Tu viens d'être nommée vice-présidente. Tu as tout pour toi. Nous luttons. Nous voulons être une famille. Nous voulons élever cet enfant ensemble. Donc, nous pensons que la meilleure chose, la chose la plus noble, est que tu nous donnes un divorce rapide. Pense à ta réputation, a ajouté Lily en se penchant. Tu es une cadre maintenant. Tu ne veux pas d'un scandale public désordonné sur ton mari qui couche avec ta sœur. Cela aurait l'air si mauvais pour Atlas Bridge. Si tu signes simplement tout. Si tu nous laisses avoir l'appartement et une part équitable des actifs pour commencer notre vie, nous pouvons garder cela secret. Tu peux être une tante généreuse. Tu peux être l'héroïne qui s'est retirée pour le bien d'un enfant. Ils ont continué à parler. Ils ont utilisé des mots comme dignité, équité et amour. Mais je n'écoutais plus. J'ai regardé la soie vert foncé de ma robe, la robe que j'avais portée pour célébrer le plus beau jour de ma vie. J'ai réalisé avec une clarté froide et cristalline que ce n'était pas une célébration. C'était une embuscade. Ils n'étaient pas venus ici pour trinquer à mon succès. Ils étaient venus ici pour le dépecer et se régaler de la carcasse. Je suis resté assise là, paralysée, pendant que la serveuse versait de l'eau dans nos verres, inconsciente du fait que la femme en robe verte venait de mourir, et qu'une nouvelle femme, plus froide, naissait sur sa chaise. C'était la nuit où j'étais censé gagner. Au lieu de cela, c'était la nuit où ils ont décidé de m'exécuter, ou du moins c'est ce qu'ils pensaient. Pour comprendre comment mon mari et ma sœur pouvaient s'asseoir en face de moi à une table de dîner et exiger ma vie en compensation de leur trahison, vous devez comprendre d'où nous venions. Cela n'a pas commencé dans un gratte-ciel de Chicago. Cela a commencé dans une maison exiguë et pleine de courants d'air dans une ville sidérurgique rouillée de l'Ohio, où l'air sentait toujours légèrement le soufre et la résignation. Nos parents étaient de bonnes personnes de la manière dont les gens qui sont trop fatigués pour être autre chose sont bons. Ils avaient 2, parfois 3 emplois juste pour garder les lumières allumées et l'hypothèque payée.
Mon père conduisait un camion de livraison et ma mère travaillait à la caisse d'une pharmacie. Ils étaient épuisés, le visage perpétuellement gris, et ils nous aimaient du mieux qu'ils pouvaient. Mais l'amour dans la maison des Thomas était une ressource limitée, un peu comme l'argent. Et quelque part en chemin, il a été décidé que Lily en avait besoin de plus que moi. J'étais l'aîné. J'étais la solide. J'étais celle qui a appris à cuisiner du hamburger LP à 10 ans pour que maman puisse dormir 1 heure de plus entre les quarts de travail. À l'âge de 16 ans, je travaillais 20 heures par semaine à emballer des courses au marché local, remettant la moitié de mon salaire dans le pot familial sur le comptoir de la cuisine sans qu'on me le demande. Lily était différente. Lily avait 4 ans de moins, née avec de grands yeux larmoyants et une constitution que ma mère décrivait toujours comme délicate. Pendant que j'empilais des boîtes de haricots sur des étagères poussiéreuses, Lily était autorisée à se concentrer sur sa jeunesse. Elle prenait des cours d'art. Elle avait besoin de peinture chère. Elle avait besoin qu'on la conduise au centre commercial parce que le bus la rendait anxieuse. Je me souviens du moment exact où j'ai réalisé que mon rôle dans cette famille était d'être le carburant qui maintenait Lily au chaud. C'était le matin de mon entretien pour une bourse d'études complète dans une université d'État. C'était mon billet de sortie. J'avais passé des mois à étudier, à perfectionner mes essais et à économiser les pourboires de l'épicerie pour acheter une tenue décente. C'était une robe bleu marine, simple et professionnelle, la chose la plus chère que je possédais, à $50. Je me tenais devant le miroir du couloir, vérifiant mes cheveux, mon cœur martelant contre mes côtes. Lily est arrivée derrière moi. Elle avait 12 ans alors, s'ennuyant et maussade parce que mon entretien signifiait que personne ne pouvait la conduire chez son ami avant l'après-midi. « Règle mon col, tu veux ?» a-t-elle demandé en tendant la main. Mais elle n'a pas touché mon col. Sa main s'est accrochée à la fermeture éclair à l'arrière de ma robe. Elle a tiré. Ce n'était pas une légère traction. C'était une traction sèche et violente. Le bruit du tissu qui se déchire était fort dans le couloir silencieux. Je me suis retourné, horrifié, tendant la main pour sentir l'air froid sur ma peau là où la fermeture éclair s'était complètement séparée du tissu, laissant un trou béant. « Oups » a dit Lily. Sa voix était plate. Il n'y avait aucune surprise dans ses yeux. Seulement une étrange et sourde satisfaction. J'ai crié. Je n'ai pas pu m'en empêcher. La panique m'a submergé. Ma mère est arrivée en courant de la cuisine, s'essuyant les mains sur un torchon. Quand elle a vu la robe, elle n'a pas grondé Lily. Elle n'a pas demandé pourquoi Lily avait tiré si fort. Elle m'a regardé, son visage se crispant d'agacement. « Eva, pourquoi n'avais-tu pas de tenue de rechange ? Tu sais, les accidents arrivent. Pourquoi laisses-tu tout à la dernière minute ?» Elle l'a déchiré, ai-je crié, les larmes me piquant les yeux. Elle l'a fait exprès. Lily a immédiatement éclaté en sanglots. De grands sanglots qui secouaient sa petite silhouette. J'essayais juste d'aider, a-t-elle gémi. Je suis si maladroite. J'ai tout gâché. Eva me déteste. Le visage de ma mère s'est adouci instantanément. Elle a enlacé Lily, la calmant, lui caressant les cheveux. C'est bon, bébé. C'est bon. Tu n'es pas maladroite. Eva est juste stressée. Elle ne voulait pas te crier dessus. Puis elle a regardé par-dessus la tête de Lily vers moi, ses yeux durs. Répare-la avec une épingle de sûreté et mets un blazer par-dessus. Et arrête de contrarier ta sœur. Elle est sensible. C'était le script ? J'étais le rocher. Les rochers ne se brisent pas, donc on n'a pas à s'inquiéter de les laisser tomber. Lily était le verre. Le verre est précieux. Et s'il se brise, c'est la faute de la personne qui le tient. Je suis allé à l'entretien avec une épingle de sûreté qui me piquait le dos. J'ai eu la bourse, non pas parce que j'étais confiante, mais parce que j'étais désespérée. J'ai quitté l'Ohio et je n'ai jamais regardé en arrière. Mais j'ai porté cette épingle de sûreté dans mon âme pendant des années. L'université était censée être ma libération, mais les schémas de l'enfance sont difficiles à briser. En 3e année, j'ai rencontré Derek. Il était charmant, plein de grandes idées sur les startups technologiques, et il me regardait comme si j'étais la seule personne dans la pièce. J'étais si affamé que quelqu'un prenne soin de moi, que quelqu'un me voie comme autre chose qu'une utilité que je l'ai laissé entrer complètement. Je lui ai fait confiance. Je lui ai fait assez confiance pour laisser mon sac à main sans surveillance.
Je lui ai fait assez confiance pour le croire quand il a dit qu'il avait juste besoin d'emprunter mes informations pour une vérification des antécédents pour un appartement partagé. J'ai découvert la vérité lorsqu'une agence de recouvrement m'a appelé pendant un cours de microéconomie. Derek avait ouvert 3 cartes de crédit à mon nom. Il avait accumulé $7 000 de dettes en achetant des appareils électroniques, des dîners pour d'autres filles et un voyage à Cabo où je ne suis certainement pas allé. Quand je l'ai confronté, il a pleuré. Il a utilisé les mêmes mots que Lily. Il était perturbé. Il traversait une période difficile. Il pensait que je comprendrais parce que j'étais si posé. C'était ma première leçon sur la façon dont la confiance peut être utilisée comme une arme. Il m'a fallu 2 ans pour rembourser ces $7 000. J'ai fait des doubles quarts de travail dans un restaurant, dormant 4 heures par nuit, mangeant des nouilles ramen et vendant mes manuels scolaires. J'ai payé chaque centime. Et quand le solde a atteint 0, j'ai fait un vœu. J'ai juré que personne ne toucherait plus jamais à ma fondation financière. J'ai construit une forteresse autour de ma vie, composée de feuilles de calcul, de comptes d'épargne, finalement, de la LLC Thomas Arbor. Puis j'ai rencontré Blake. Blake était différent. Ou du moins c'est ce que je me disais. Il n'était pas mielleux comme Derek. Il était un peu rustre, un vendeur de voitures d'occasion avec un passé désordonné et un sourire qui me mettait en sécurité. Il a admis ses défauts. Il m'a parlé de ses $40 000 de dette lors de notre 3e rendez-vous. Il ne l'a pas caché. Je pensais que son honnêteté était un signe d'intégrité. Je n'ai pas réalisé que l'honnêteté sans action n'est qu'une confession. Je suis tombée amoureuse de lui parce qu'il semblait avoir besoin de moi. Mais pas de la même manière que ma famille. Il applaudissait mon ambition. Il se vantait de mes promotions. Je pensais avoir enfin trouvé un partenaire. J'ai enfreint ma propre règle. J'ai utilisé mon bonus pour rembourser ses dettes, le justifiant comme un investissement dans notre avenir. Mais j'ai gardé l'armure. Je lui ai fait signer l'accord de prêt. J'ai gardé la LLC. J'ai écouté mon amie avocate Nora, même quand Blake roulait des yeux et me traitait de paranoïaque. Mais pendant que je construisais une vie avec Blake, Lily était toujours là, rôdant à la périphérie comme un fantôme hantant un coffre-fort de banque. En tant qu'adulte, Lily n'a jamais vraiment changé. Elle a rebondi d'un projet passionnant à un autre, financé d'abord par nos parents puis par moi. Chaque fois qu'elle était à court d'argent, ma mère appelait et je payais parce que c'était plus facile que de se battre. Mais le ressentiment n'a fait que grandir. Je l'ai vu dans la façon dont elle regardait ma nouvelle voiture. Je l'ai entendu dans les commentaires sarcastiques qu'elle faisait à Thanksgiving. Ça doit être bien d'être en entreprise, disait-elle en sirotant du vin que j'avais payé. Certains d'entre nous se soucient plus de l'art que de vendre leur âme. J'ai réalisé trop tard que ma générosité n'achetait pas sa gratitude. Elle achetait son sentiment de dû. Au fil des ans, Lily a commencé à voir mon succès non pas comme quelque chose que j'avais mérité, mais comme une ressource naturelle à laquelle elle avait droit. Dans son esprit, mon compte en banque était une fiducie familiale et mon travail acharné n'était que le mécanisme qui le maintenait rempli pour elle. Elle n'a pas volé Blake parce qu'elle l'aimait. Je le savais en étant assise dans le restaurant, me souvenant de la façon dont elle regardait mes jouets, mes vêtements, ma vie. Elle a volé Blake parce que c'était la seule chose que j'avais qu'elle ne pouvait pas me demander de lui transférer sur Venmo. Elle l'a volé parce qu'elle voulait prouver que la sœur parfaite n'était pas parfaite. Elle voulait prendre la seule chose que j'avais construite qui n'avait pas de prix. Et elle voulait voir si elle pouvait s'en emparer. Le bébé, ou l'idée du bébé, n'était que l'atout ultime. C'était la fermeture éclair déchirée à nouveau. Je suis maladroite. J'ai fait une erreur. Maintenant, répare ça, Eva. Donne-nous la maison. Donne-nous l'argent. Sois la grande sœur. Mais ils avaient oublié une chose. Je n'avais plus 16 ans, et j'en avais fini d'utiliser des épingles de sûreté pour me maintenir ensemble pendant qu'ils tenaient les ciseaux. Je les ai regardés de l'autre côté de la table, la suffisance rayonnant de ma sœur et l'espoir faible et avide sur le visage de mon mari, et j'ai senti le dernier fil des obligations familiales se rompre. J'avais passé toute ma vie à payer pour leur faiblesse. Ce soir, j'allais leur faire payer la mienne. J'ai rencontré Blake dans le purgatoire moderne le plus cliché, une porte d'embarquement à l'aéroport international de Denver pendant un blizzard. Nous étions tous les deux bloqués, 2 réfugiés de la chronologie corporative, regardant un moniteur qui affichait le mot « retardé » dans une police rouge moqueuse. Je tapais furieusement un email sur mon BlackBerry,
essayant de sauver une réunion sur la chaîne d'approvisionnement, tandis qu'il était assis à 2 sièges de là, mangeant un sac de bretzel avec l'attitude insouciante d'un homme qui n'avait nulle part où être. Il a entamé la conversation sur la terrible moquette de l'aéroport. C'était une phrase d'ouverture stupide, mais il l'a prononcée avec un sourire de gamin tordu qui m'a désarmé. C'était un vendeur de voitures d'occasion de la banlieue, un homme qui portait des mélanges de polyester et sentait légèrement le désodorisant au pain. Mais il avait une chaleur dont j'avais faim dans le monde froid et stérile de la logistique. Il m'a dit qu'il revenait d'une entreprise commerciale ratée, un garage qu'il avait essayé d'ouvrir avec un ami. Il l'a présenté comme une tragédie romantique, un effort vaillant contre l'économie cruelle. Plutôt que ce que c'était probablement, de mauvais calculs et une mauvaise planification, je suis tombé amoureuse du potentiel que je voyais en lui. J'ai vu une maison à rénover, un projet que je pouvais gérer, une variable chaotique que je pouvais organiser en une histoire à succès. Quand les choses sont devenues sérieuses 6 mois plus tard, la réalité financière de Blake Carter m'a frappé comme un bilan plein d'encre rouge. Nous étions assis dans mon appartement de location et il a avoué que le garage en faillite lui avait laissé plus de 40 000 $ de dette à taux d'intérêt élevé. Il m'a regardé avec ses yeux de chiot, les mêmes qui m'avaient charmé à Denver, et m'a dit qu'il se noyait. Il a dit que les paiements d'intérêt seuls dévoraient ses chèques de commission. J'ai fait ce que je faisais toujours. J'ai activé mon cerveau de feuille de calcul. Je n'ai pas fui. Je ne lui ai pas dit qu'un homme de 30 ans devrait savoir mieux. Au lieu de cela, j'ai regardé mon bonus de fin d'année d'Atlas Bridge, une somme que j'avais réservée pour un acompte sur une maison, et j'ai pris une décision. Je le sauverais. Mais je n'étais pas stupide. J'avais été échaudé par Derek, et le tissu cicatriciel de cette leçon de 7 000 $ était encore épais. J'ai appelé Nora Alvarez. Nora était ma meilleure amie de l'université, un requin dans un costume sur mesure qui pratiquait le droit de la famille et des sociétés à New York. Quand je lui ai dit que j'allais rembourser la dette de Blake, elle m'a crié dessus pendant 10 minutes. Quand elle a réalisé que j'étais têtu, elle a soupiré et m'a envoyé un document. C'était un accord de prêt personnel. Il stipulait clairement que les 42 000 $ que je transférais à Blake étaient un prêt, pas un cadeau, remboursable sur demande ou selon un calendrier défini. Si la relation prenait fin. Je me souviens de la nuit où je l'ai mis devant lui. Nous buvions du vin bon marché sur mon canapé. Je veux t'aider, ai-je dit en lui glissant le papier. Je peux rembourser les requins, mais j'ai besoin que tu signes ça. C'est juste pour mes dossiers, juste pour que nous soyons clairs. Blake a regardé le papier, puis moi. Il a ri, un son nerveux et incrédule. Chérie, sérieusement, un contrat. On est amoureux. C'est un truc que les riches font pour garder leurs serviteurs en ligne. C'est une protection, Blake, ai-je dit, ma voix stable pour nous deux. Ça garde les choses propres. Il a gémi, roulant des yeux en décapsulant un stylo. Toi et tes papiers. Tu es si intense, Eva. Très bien, si ça te permet de mieux dormir. Il l'a signé sans lire une seule clause. Il n'a pas regardé le taux d'intérêt, qui était fixé au minimum fédéral. Il n'a pas regardé les conditions de remboursement. Il voulait juste l'argent et il a signé son nom avec une fioriture comme s'il me donnait un autographe plutôt que de renoncer à son levier financier. 2 ans plus tard, juste avant le mariage, j'ai acheté un appartement à River North. C'était un endroit magnifique, un appartement d'angle avec des fenêtres du sol au plafond donnant sur la rivière Chicago. Il criait le succès. C'était le genre d'endroit dont j'avais rêvé quand j'emballais des courses en Ohio. Mais je n'ai pas mis le nom de Blake sur l'acte de propriété. Nora était venue pour un week-end et, lors d'un brunch rigoureux, elle avait exposé la structure de Thomas Arbor LLC. Tu es le principal soutien de famille, avait dit Nora en coupant ses œufs bénédicts avec une précision chirurgicale. Il est dans la vente et le marché est volatile. Tu achètes ce bien avec tes économies prénuptiales. Mets-le dans une LLC. Fais en toi le seul membre. S'il te poursuit en justice, s'il a un accident de voiture, s'il est poursuivi par un client, la maison est en sécurité. Et si vous divorcez, ce n'est pas un bien matrimonial. C'est un actif commercial. J'ai ressenti une pointe de culpabilité, le sentiment que je pariais contre mon propre mariage avant même qu'il n'ait commencé. Mais je me suis souvenu des 40 000 $. Je me suis souvenu de Derek, et j'ai signé les papiers de constitution. Blake détestait la LLC encore plus que l'accord de prêt. Pourquoi ne peut-on pas simplement être aimé Madame Carter?
S'est-il plaint alors que nous déménagions des cartons dans Thomas Arbor LLC. Ça sonne comme une compagnie de transport. C'est notre maison. Eva, pourquoi dois-tu tout transformer en transaction? C'est une protection de responsabilité. J'ai menti, bien que ce ne soit qu'un demi-mensonge. Nora a dit que c'est la façon la plus intelligente de gérer les impôts. Peu importe, a-t-il marmonné en portant une boîte de ses jeux vidéo dans le salon. Tant que j'ai une clé et que le Wi-Fi fonctionne, tu peux l'appeler comme tu veux. Il n'a jamais demandé à voir l'accord d'exploitation. Il n'a jamais posé de questions sur la structure du capital. Tant que je payais l'hypothèque, les frais de l'association des propriétaires et l'impôt foncier, il se contentait de vivre comme un invité dans un hôtel 5 étoiles qui avait oublié de régler sa note. Puis est venue Lily après le mariage. Ma sœur a décidé que l'Ohio étouffait son esprit créatif. Elle a annoncé qu'elle venait à Chicago pour se trouver et poursuivre des opportunités en composition multimédia, quoi que cela signifie. Se trouver impliquait apparemment de dormir sur mon canapé en cuir italien pendant 3 semaines d'affilée. C'était un tourbillon de chaos dans ma vie méticuleusement ordonnée. Elle laissait des serviettes mouillées sur le sol de la salle de bain. Elle buvait le jus cher que j'achetais pour mes smoothies du matin. Et elle flirtait avec mon mari. Ce n'était pas flagrant au début. C'était des blagues entre eux. C'était des batailles de chatouilles qui duraient quelques secondes de trop. C'était la façon dont elle se recroquevillait à l'autre bout du canapé pendant qu'il regardait le football, portant des shorts bien trop courts, riant trop fort de ses commentaires médiocres. « Vous êtes si coincé », disait-elle en me regardant alors que j'étais assise à la table de la salle à manger avec mon ordinateur portable, terminant un rapport le dimanche soir. « Eva, allez. Range l'ordinateur. » Blake essaie de raconter une blague. « Tu es si sèche. Tu es comme un fichier Excel ambulant. » Blake riait. C'est elle qui gagne le pain. Lil, il faut respecter le boulot. Mais il y avait un ressentiment dans sa voix, une pique subtile qui suggérait que mon travail acharné était un rabat-joie plutôt que la raison pour laquelle il était assis dans un confort climatisé à regarder une télévision de 60 pouces. J'ai avalé les insultes. Je me suis dit que c'était juste la famille. Lily était l'esprit libre. J'étais l'encre. Blake était juste un bon beau-frère. C'était moi qui avais un problème. C'était moi qui étais trop coincé. Puis est arrivé le texto. C'était un mardi soir. Environ 6 mois avant le dîner au Copperfinch. Blake était sorti retrouver de vieux amis du concessionnaire. Lily était sortie séparément à un vernissage d'une galerie d'art. Je suis resté à la maison avec une migraine et une pile de factures. Blake est rentré à 2 heures du matin, sentant le gin et le parfum bon marché. Il a titubé jusqu'au lit, laissant son téléphone sur la table de chevet. Il s'est allumé. Je n'aurais pas dû regarder, mais les instincts qui m'avaient maintenu en vie dans le monde de l'entreprise ont pris le dessus. J'ai jeté un coup d'œil à l'écran. C'était un message de Lily. Ne lui parle pas de la nuit dernière. Clin d'œil, le visage clignotant, ce point virgule et cette parenthèse se sont gravés dans mes rétines. Mon cœur martelait contre mes côtes. Je l'ai réveillé. J'ai exigé une explication. Blake s'est frotté le visage, l'air groggy et agacé. Il a regardé le téléphone et a laissé échapper un soupir qui semblait douloureusement sincère. « Eva, tu es folle », a-t-il dit. Elle était saoule à la galerie. Elle m'a appelé parce qu'elle ne trouvait pas son Uber. Je suis allé la chercher et je l'ai déposée chez son ami. Elle a vomi dans ma voiture. C'est ce qu'elle ne veut pas que tu saches. Elle sait que tu vas lui faire la morale sur son irresponsabilité. Il m'a regardé avec une telle lassitude, une telle déception que je l'accuse de quelque chose d'aussi ignoble. Idéalement, je ne nettoierai pas le vomi de ta sœur, mais je l'ai fait parce qu'elle fait partie de la famille. Et maintenant, je subis un interrogatoire. Je voulais le croire. J'avais besoin de le croire. L'alternative, que mon mari et ma sœur me trahissaient sous mon nez, était trop horrible à envisager. Cela signifierait que toute ma réalité était un mensonge. Alors, j'ai choisi le mensonge confortable plutôt que la vérité tranchante. Je me suis excusé. Je suis allé dormir. Une semaine plus tard, j'ai déjeuné avec Nora alors qu'elle était en ville pour une déposition. Je lui ai parlé de Lily, du texto, de l'excuse du vomi. Nora a posé sa fourchette. Elle m'a regardé avec des yeux qui avaient vu des centaines de divorces. « Eva », a-t-elle dit, sa voix baissant d'une octave.
Tu as besoin d'un post-nup, un accord post-nuptial. Nous mettons à jour le calendrier des actifs. Nous clarifierons tout. Un post-nup? J'ai ri nerveusement. Nora, nous allons bien. Il l'a expliqué. Si je demande un post-nup maintenant, il pensera que je ne lui fais pas confiance. Ça détruira le mariage. Le mariage est peut-être déjà détruit, chérie, tu n'as juste pas encore reçu le mémo, a dit Nora sombrement. Fais-le. Présente-le comme une planification successorale. Dis que c'est une exigence pour ton nouveau poste chez Atlas Bridge. Accuse les avocats d'entreprise. Obtiens juste sa signature sur un document qui dit que ce qui est à toi est à toi. Tu es si cynique, ai-je dit en secouant la tête. Quel est le pire qui puisse arriver? Lily ne va pas le voler. Le pire, c'est qu'elle emménage de façon permanente et que je doive acheter plus de courses. Nora m'a regardé et pour la première fois de notre amitié, elle n'a pas argumenté. Elle avait juste l'air triste. D'accord, Eva, mais je le rédige quand même, et je veux que tu le gardes dans le coffre-fort au cas où la vie te réserve quelque chose de pire qu'une sœur pique-assiette. J'ai pris le document qu'elle m'a envoyé une semaine plus tard. J'ai fait signer Blake un soir où il était pompette et heureux parce que je venais de lui acheter un nouveau jeu de club de golf. Je lui ai dit que c'était juste des papiers d'assurance pour la LLC. Il l'a signé d'une écriture brouillonne, m'a embrassé sur la joue et est retourné s'entraîner au putting dans le couloir. Je l'ai mis dans le coffre-fort et je l'ai oublié. Je pensais être paranoïaque. Je pensais être la sèche Eva, la feuille de calcul Excel avec un battement de cœur. Je ne savais pas que je venais de charger le pistolet que j'allais utiliser 3 ans plus tard au Copperfinch. Je ne savais pas que le pire n'était pas que Lily emménage. C'était que Lily emménage, prenne mon mari et essaie de prendre la vie que j'avais construite pour nous protéger tous. J'ai payé l'addition. C'était un réflexe, une mémoire musculaire affinée au cours d'une décennie à être celle qui gérait tout. Pendant que Lily était assise là, pleurant doucement dans une serviette en lin sur la beauté des miracles imprévus, et que Blake regardait son steak intact avec l'air maussade d'un enfant pris en train de voler des bonbons. J'ai levé la main. J'ai fait signe au serveur. J'ai remis ma carte de crédit noire. Le lecteur de puce a émis un bip électronique aigu qui ressemblait à une ligne plate dans le silence de mort de mon âme. J'ai ajouté un pourboire de 20%. J'ai signé le reçu. J'ai tout fait avec la précision mécanique d'un robot qui avait été programmé pour fonctionner même après qu'on lui ait coupé la tête. Ils m'ont regardé le faire. Aucun d'eux n'a sorti de portefeuille. Aucun d'eux n'a proposé de partager le coût du repas où ils venaient de me servir mon propre cœur sur un plateau. Ils m'ont juste laissé payer. C'était le moment. Plus que la confession elle-même. Où j'ai réalisé exactement ce que j'étais pour eux. Je me suis levé. Mes jambes me semblaient étranges, distantes, comme si je marchais sur des échasses. Je m'en vais, ai-je dit. Ma voix semblait creuse, comme si elle venait de l'intérieur d'un tunnel. Eva, attends, a dit Blake en se levant précipitamment. Nous devrions rentrer ensemble. Nous devons parler de la logistique. Logistique, ai-je répété. C'était un mot de mon monde. Un mot que j'aimais. Maintenant, il sonnait comme une malédiction. Je suis sorti du Copperfinch sans regarder en arrière. Le voiturier a amené ma voiture, ma berline sombre et élégante que j'avais achetée en récompense de ma dernière promotion. Blake s'est glissé sur le siège passager avant que je ne puisse verrouiller la porte. Lily est restée sur le trottoir, serrant son ventre, nous regardant avec de grands yeux tragiques comme si elle était l'héroïne d'un film de guerre disant au revoir à un soldat. J'ai démarré dans le trafic de Chicago. La ville était vivante de lumière, se brouillant entraîné de rouge et de blanc contre la pluie qui avait commencé à tomber. Les essuie-glaces allaient et venaient. Swish, 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 swish. C'était le seul son dans la voiture pendant 5 pâtés de maison. Eva, dis quelque chose, a supplié Blake. Il a tendu la main pour toucher mon bras, mais j'ai tressailli si violemment que la voiture a légèrement dévié. Il a retiré sa main comme s'il s'était brûlé. Ce n'est pas ce que tu penses, a-t-il commencé. Le script était si prévisible, ça me donnait la nausée. Ça a juste commencé. Tu étais à Seattle pour la fusion. Puis tu étais à New York. J'étais ici. Lily était ici. Nous étions tous les deux seuls. Nous nous réconfortions juste. Et puis nous avons dérapé. Les choses ont juste échappé à tout contrôle. Dérapé.
Il l'a dit comme s'il avait trébuché sur un trottoir verglacé. Comme si coucher avec la sœur de sa femme et la mettre enceinte était un accident de gravité, une simple perte de friction plutôt qu'une série de choix délibérés et conscients faits sur plusieurs mois. Tu as dérapé, ai-je dit. Ma voix était terrifiante de calme. Je ne la reconnaissais pas, tu as dérapé hors de tes vêtements. Tu as dérapé dans son lit. Tu as dérapé le préservatif. Quelle partie était l'accident? Blake. Ne sois pas comme ça, a-t-il gémi en s'agitant sur le siège en cuir. Tu sais comment je suis quand je suis seul. J'ai besoin d'une connexion. Tu es toujours si occupé. Tu es marié à ce travail. Lily était là. Elle m'a fait me sentir vu. J'ai serré le volant si fort que mes jointures sont devenues de la couleur de l'os. Il me blâmait. Il était assis dans la voiture que j'avais payée, portant le costume que je lui avais acheté, me disant que son infidélité était la conséquence naturelle de mon ambition. Nous approchions d'un feu rouge à une intersection déserte. Le feu est passé au jaune, puis au rouge. J'ai appuyé sur le frein. La voiture s'est arrêtée en douceur, silencieusement. J'ai détaché ma ceinture de sécurité. Le mécanisme a cliqué bruyamment dans l'habitacle silencieux. J'ai tourné la tête et je l'ai regardé. Je l'ai vraiment regardé. J'ai vu le menton faible que je pensais autrefois doux. J'ai vu les yeux fuyants que je pensais autrefois timides. J'ai vu un homme qui n'était fait que de besoins et d'excuses. Sors, ai-je dit. Blake a cligné des yeux. Quoi? On est à des kilomètres de la maison. J'ai dit, sors. Je me suis penché et j'ai déverrouillé sa porte. C'est ici que tu descends. Tu as dit que toi et Lily êtes une famille maintenant. Tu as dit que tu devais la soutenir. Bien. Va la soutenir. Demande à Lily où tu dors ce soir, parce que ce n'est pas dans ma maison. Eva, il pleut, a-t-il balbutié en regardant la rue sombre et humide. Sois raisonnable. Conduis-moi juste à l'appartement pour que je puisse faire une valise. Tu as des jambes, ai-je dit. Utilise-les. Je l'ai regardé jusqu'à ce qu'il réalise que je ne bluffais pas. Il a juré à voix basse, a claqué la porte et s'est tenu au coin de la rue, l'air petit et pathétique sous le lampadaire. J'ai attendu que le feu passe au vert. Quand il l'a fait, je suis parti. Je l'ai vu rapetisser dans le rétroviseur jusqu'à ce qu'il ne soit plus qu'un grain de saleté que j'avais enfin lavé de ma vie. Le trajet du retour a été flou. Je ne me souviens pas de m'être garé. Je ne me souviens pas d'avoir pris l'ascenseur jusqu'au 42e étage. Je me souviens seulement d'être entré dans l'appartement. Mon sanctuaire, ma réussite, est d'avoir eu l'impression d'entrer dans un tombeau. J'ai jeté mon sac à main sur l'îlot de cuisine, mon téléphone, qui vibrait sans cesse dans mon sac, a illuminé la pièce sombre. J'ai regardé l'écran, 14 appels manqués de maman, 3 appels manqués de papa, 6 textos de Lily. Je l'ai pris. Mon pouce a survolé l'écran. Je savais que je ne devais pas répondre. Je savais que rien de bon ne pouvait sortir de l'ouverture de cette ligne de communication. Mais le conditionnement était profond. Le fil dans mon cerveau qui disait « décroche, répare, gère » était trop fort pour être coupé en une seule nuit. J'ai rappelé ma mère. Elle a répondu à la première sonnerie. Il n'y a pas eu de « bonjour », non. Ça va? Il n'y a eu que des pleurs. Eva, a-t-elle gémi? Oh, Dieu merci. Lily est hystérique. Elle vient de m'appeler. Elle a dit que tu les avais laissés là. Elle a dit que tu avais mis Blake à la porte dans la rue sous la pluie. Comment as-tu pu être si cruel? Elle est enceinte. Eva, elle porte ta nièce ou ton neveu. Je suis resté dans la cuisine sombre à écouter la femme qui m'a mise au monde donner la priorité au sentiment de la sœur qui venait de me poignarder dans le dos. Maman, ai-je dit, ma voix tremblant. Elle a couché avec mon mari. Il me demande de divorcer pour qu'il puisse jouer à la maison. T'entends-tu? Je sais. Je sais. Maman a sangloté. C'est terrible. C'est un désastre. Mais tu dois comprendre, elle est fragile. Elle n'est pas comme toi. Tu es forte, Eva, tu peux supporter la douleur. La culpabilité de Lily la ronge. Et Blake, eh bien, c'est le père. Nous devons penser au sang. La famille, c'est la famille, quelles que soient les erreurs commises. Les mots se sont tordus dans mes tripes comme un couteau. Tu peux supporter la douleur.
C'était ma sentence. Parce que je pouvais l'endurer. On s'attendait à ce que je le fasse. Parce que Lily s'effondrait. Elle avait le droit d'être portée. Ils veulent que je vende l'appartement, ai-je dit doucement. Ils veulent la moitié de mes biens. Eh bien, a reniflé maman, son ton changeant légèrement, devenant hésitant mais persistant. Peut-être que ce n'est pas la pire idée. Pas tout. Bien sûr, mais Eva, ils vont avoir besoin d'aide. Un bébé coûte si cher et tu as cette grosse promotion. Tu as tellement de surplus. Serait-ce vraiment si grave de les aider avec un acompte sur un petit logement, juste pour les lancer? Pour le bien du bébé, tu ne veux pas qu'il vive en location, n'est-ce pas? J'ai éloigné le téléphone de mon oreille. Je l'ai regardé dans l'obscurité. Elle me demandait de financer leur trahison. Elle me demandait de subventionner la vie qu'ils m'avaient volée. Eva, tu es là. La voix de maman était grêle et distante. S'il te plaît, ma chérie, sois la plus grande personne. Fais-le pour moi. Mon cœur ne peut pas supporter cette dispute. J'ai raccroché. Je n'ai pas dit au revoir. Je n'ai pas argumenté. J'ai juste appuyé sur le bouton rouge et j'ai laissé tomber le téléphone sur le comptoir en granit. Je me suis dirigé vers l'armoire. J'ai pris un verre à eau. Je suis allé à l'évier et je l'ai rempli. Mes mouvements étaient saccadés et mal coordonnés. J'ai pris une gorgée, mais je n'ai pas pu avaler. Je suis resté là, serrant le verre. Je l'ai serré. Je l'ai serré plus fort. Je voulais ressentir autre chose que le trou béant dans ma poitrine. Je voulais que le verre se brise. Je voulais voir du sang sur mes mains pour savoir que j'étais encore réel. J'ai réalisé alors, debout dans l'ombre de mon réfrigérateur cher, que je n'avais jamais vraiment été aimé par aucun d'entre eux. J'étais un investissement. J'avais une police d'assurance. J'étais un filet de sécurité. Ils aimaient ma résilience parce que cela signifiait qu'ils n'avaient pas à être forts. Ils aimaient mon argent parce que cela signifiait qu'ils n'avaient pas à travailler. Ils aimaient mon pardon parce que cela signifiait qu'ils n'avaient jamais à faire face aux conséquences. J'ai réalisé alors que pour eux, je n'avais jamais été une femme ou une sœur. J'étais une ressource, un portefeuille avec un pouls, et cette ressource avait finalement décidé de s'épuiser. Je me suis affalé sur le carrelage froid. Je me suis assise le dos contre le lave-vaisselle. Le verre toujours serré dans ma main, bien que j'ai relâché ma prise avant qu'il ne se brise. L'adrénaline qui m'avait porté pendant le dîner et le trajet a commencé à se dissiper, laissant derrière elle un épuisement profond et douloureux. Je suis resté assise là pendant des heures. J'ai regardé l'horloge numérique du micro-ondes changer de chiffre. 2 heures du matin, 3 heures du matin, 4 heures du matin. Lentement, le ciel à l'extérieur des fenêtres du sol au plafond a commencé à changer. Le noir d'encre est devenu un violet meurtri, puis un gris d'acier froid. Le soleil se levait sur le lac Michigan. La lumière a filtré dans la cuisine, illuminant les débris de ma nuit. Ma robe en soie verte était froissée et ridée. Mon mascara était probablement étalé. J'étais seul dans un appartement silencieux qui semblait trop grand pour une personne. Mais alors que le premier rayon de véritable lumière du soleil a frappé le parquet, quelque chose a bougé dans ma poitrine, les larmes que j'attendais ne sont jamais venues. L'hystérie dont Nora m'avait averti n'est pas arrivée. Au lieu de cela, une clarté froide et dure s'est installée sur moi comme une armure. J'ai regardé mes mains. Elles tremblaient, mais c'était mes mains. J'ai regardé autour de l'appartement. C'était mon appartement. J'ai pensé au travail que je faisais tous les jours, à la carrière que j'avais construite brique par brique pendant qu'ils jouaient à des jeux. Pendant 32 ans, j'avais été la sauveuse. J'avais sauvé mes parents de leur hypothèque. J'avais sauvé Lily de ses erreurs. J'avais sauvé Blake de ses dettes. J'avais passé toute ma vie à jeter des bouées de sauvetage à des gens qui étaient parfaitement capables de nager mais préféraient flotter sur mon dos. Plus maintenant. J'ai posé le verre d'eau sur le sol. Je me suis levé. Mes genoux ont craqué et mon corps me faisait mal. Mais je me suis tenu droite. Je n'allais pas les sauver cette fois. J'allais les laisser se noyer. Et pour la première fois de ma vie, j'allais nager seul vers le rivage. À 7 heures du matin. J'étais assise à ma table de salle à manger avec une tasse de café froid et mon téléphone à la main. Je n'étais plus la femme en pleurs sur le sol de la cuisine. J'étais la vice-présidente des opérations et j'avais une crise à gérer. J'ai composé le numéro de Nora Alvarez.
Nora a répondu à la deuxième sonnerie. Sa voix était vive, dépourvue de la somnolence matinale qui affligeait les gens normaux. Elle était associée dans un cabinet de premier plan à Manhattan et facturait $600 de l'heure. Je l'avais gratuitement, mais les conseils qu'elle allait me donner valaient des millions. Eva, dit-elle, il est tôt. Dis-moi que tu appelles parce que tu as enfin décidé de poursuivre cet entrepreneur pour le carrelage de la salle de bain. Blake a une liaison avec Lily, ai-je dit. Ma voix était plate. C'était la voix que j'utilisais lorsque je devais dire à un client que leur expédition était perdue en mer, ils l'ont annoncé au dîner hier soir. Ils veulent un divorce. Ils veulent que je vende l'appartement et que je partage les actifs. Il y eut un silence à l'autre bout de la ligne. Il a duré exactement 3 secondes. Continue, a dit Nora. Pas de halètement, pas de pitié, juste une incitation à plus de données. J'ai continué mon rapport. J'ai listé les demandes. J'ai détaillé la chronologie que Blake m'avait donnée. J'ai raconté la conversation dans la voiture. Je suis resté complètement détaché, traitant la destruction de mon mariage comme une étude de cas en gestion des risques ratés. Et, ai-je dit en m'arrêtant pour prendre une inspiration qui a secoué ma poitrine. Lily a dit qu'elle est enceinte. Elle dit que c'est l'enfant de Blake. C'est là que la façade s'est fissurée. Ma voix s'est brisée sur le mot « enfant ». Un sanglot aigu et pathétique s'est échappé de ma gorge avant que je ne puisse me couvrir la bouche de ma main. D'accord, a dit Nora. Son ton a changé. Il n'est pas devenu plus doux. Il est devenu plus dur, comme de l'acier trempé dans le feu. Arrête-toi là. Nous avons terminé la phase de pleurs. Nous sommes maintenant dans la phase stratégique. Eva, écoute-moi. Ne leur parle pas. Ne leur envoie pas de texto. Ne réponds pas à ta mère. Va à ton coffre-fort. Mon coffre-fort. Le coffre-fort au sol dans le placard. Nora a ordonné. Celui que tu as installé quand tu as acheté l'endroit. Celui où je t'ai dit de garder le dossier, en cas d'urgence. Va maintenant. Je suis entré dans la chambre principale. Ça sentait le parfum de Blake. Une odeur qui me réconfortait autrefois, mais qui me retournait maintenant l'estomac. Je suis entré dans le dressing, j'ai écarté les rangées de costumes suspendus et le porte-chaussures de créateur, et j'ai soulevé la petite section de moquettes dans le coin. J'ai entré le code de mon anniversaire. Une date qui me semblait maintenant sans importance et la lourde porte en acier s'est ouverte avec un clic. À l'intérieur, enfoui sous une couche de poussière et une boîte de bijoux de ma grand-mère, se trouvait un épais dossier en accordéon en plastique. Je l'ai, ai-je dit à Nora en mettant le téléphone sur haut-parleur et en le posant sur le sol à côté de moi. Ouvre-le, a dit Nora. Dis-moi ce qu'il y a à l'intérieur. J'ai sorti les documents. Mes mains tremblaient, mais mon esprit commençait à s'éclaircir. J'ai l'acte de propriété de l'appartement. Il est au nom de Thomas Arbor LLC. J'ai les statuts de la société. J'ai l'accord de prêt personnel pour les $42 000 que j'ai payés au créancier de Blake. Bien, a dit Nora. Et le post-nup, celui que nous avons rédigé après l'incident du texto? J'ai fouillé plus profondément. Il est là. Signé et notarié. Daté d'il y a 3 ans. Excellent, a dit Nora, et je pouvais presque l'entendre sourire. Lis-moi la clause 4, section B, j'ai feuilleté les pages. Tous les actifs acquis par Eva Thomas avant le mariage ou tous les actifs détenus au sein de Thomas Arbor LLC sont désignés comme des biens propres et ne sont pas soumis à une distribution équitable. Blake Carter renonce à toute réclamation sur lesdits biens à perpétuité. Blindé, a murmuré Nora. Il l'a signé parce qu'il était coupable et stupide. Maintenant, cherche autre chose. Des relevés financiers, des déclarations de revenus, tout ce qui porte sa signature. J'ai atteint le fond du coffre-fort. Mes doigts ont effleuré quelque chose qui n'était pas un document légal. C'était une enveloppe blanche, de taille standard, mais elle n'avait jamais été ouverte. Le sceau était toujours intact. Je l'ai sorti. L'adresse de l'expéditeur dans le coin supérieur gauche indiquait « L'Institut de fertilité de Chicago ». Mon souffle s'est coupé. J'ai regardé l'enveloppe et soudain le souvenir m'est revenu. Il y a 1 an, nous essayions de concevoir depuis 6 mois sans succès. J'avais subi toute une batterie de tests, analyse de sang, échographie, suivi du cycle. Tout de mon côté était parfait. Puis c'était le tour de Blake.
Il s'était plaint pendant des semaines d'y aller. Il disait que c'était émasculant. Il a annulé 2 rendez-vous. Finalement, Jolie Grec avait pratiquement traîné. Il est allé faire l'analyse. Une semaine plus tard, cette enveloppe était arrivée par la poste. Mais cette même semaine, la mère de Blake avait été hospitalisée pour un AVC. La crise nous avait consumés. L'enveloppe avait été jetée dans le coffre-fort pour être gardée en lieu sûr pendant que nous gérions l'urgence familiale. Et dans le chaos qui a suivi, j'avais vraiment oublié de l'ouvrir. Nous avions cessé d'essayer de concevoir peu de temps après, car le travail est devenu prenant et la distance entre nous s'est creusée. Eva, a demandé Nora. Que as-tu trouvé? Une lettre, ai-je murmuré. De la clinique de fertilité, de l'année dernière. Nous ne l'avons jamais ouverte. Ouvre-la, a dit Nora, tout de suite. J'ai déchiré le haut de l'enveloppe. Le papier était épais. J'ai déplié la seule feuille à l'intérieur. C'était un rapport de laboratoire standard, dense en terminologie médicale et en plage de référence. Mes yeux ont parcouru la page à la recherche du résumé. Patient, Blake Carter. Date du service, 14 octobre 2022. Test, analyse du sperme. J'ai regardé les chiffres, ou plutôt leur absence. Sous la colonne, concentration de spermatozoïdes, le nombre était de 0. Sous, motilité, le nombre était de 0. Sous, morphologie, le nombre était de 0. J'ai lu les notes du médecin en bas, écrites dans une police claire et sans compromis. Diagnostic, azoospermie, aucun spermatozoïde détecté dans l'échantillon. L'historique du patient indique une grave orchite ourlienne à l'adolescence, entraînant probablement une atrophie testiculaire permanente et une infertilité complète. La conception naturelle est statistiquement impossible. La pièce a tourné. Je me suis rassise sur mes talons, serrant le papier si fort qu'il s'est froissé. Eva. La voix de Nora était vive. Lis-le-moi. Il est stérile, ai-je dit. Ma voix semblait étrange, comme si elle venait de quelqu'un d'autre. Nora, il est complètement stérile. Le médecin dit que la conception naturelle est impossible. Il a eu les oreillons quand il était enfant. Ça a tout détruit. La ligne est devenue silencieuse. J'ai regardé à nouveau le papier, laissant la réalité s'installer. Blake Carter ne pouvait pas avoir d'enfant. Il n'avait jamais pu avoir d'enfant. Tous ces mois que j'ai passés à m'inquiéter que mon stress soit le problème, que ma carrière rende mon corps hostile à un bébé. Tout était un mensonge. Mais il ne le savait pas. Nous n'avions jamais ouvert la lettre. Il avait vécu toute sa vie en supposant qu'il était un homme viril. Et depuis 3 semaines, il se promenait en croyant qu'il avait mis ma sœur enceinte. Eva, a dit doucement Nora. Réalises-tu ce que cela signifie? Ça veut dire que Lily ment, ai-je dit, la colère montant dans ma poitrine comme de la bile. Ça veut dire qu'elle est enceinte de quelqu'un d'autre, et qu'elle l'impute à Blake pour avoir mon argent. Ou, a coupé Nora, son cerveau d'avocate ayant 3 longueurs d'avance. Ça veut dire qu'elle n'est pas enceinte du tout. J'ai figé. Pensive, Nora a continué, sa voix s'accélérant. Ils ont besoin d'argent. Blake est fauché sans toi. Lily n'a jamais gardé un emploi plus de 6 mois. Ils te connaissent. Ils connaissent ta faiblesse, ta famille. Ils savent que tu paierais n'importe quoi pour faire disparaître un problème, pour protéger la réputation de la famille. La grossesse n'est pas une réalité biologique. Eva, c'est un coup de levier. C'est un moyen de chantage. Mon esprit a couru à nouveau vers le dîner. La main de Lily sur son ventre, la façon dont elle le caressait, la façon dont elle parlait du miracle, la façon dont elle utilisait le bébé comme bouclier chaque fois que la conversation tournait à l'argent. Si elle est enceinte, dit Nora, ce n'est pas de lui. Et si ce n'est pas de lui, toute sa demande de pension alimentaire paternelle s'évapore. Si elle n'est pas enceinte, alors c'est une fraude, une tentative d'extorsion. J'ai baissé les yeux sur la pile de papier sur mes genoux. D'un côté, j'avais l'armure légale, les documents de la LLC qui prouvaient que je possédais l'appartement, l'accord de prêt qui prouvait que Blake devait 42 000 $ plus les intérêts, et l'accord postnuptial où il avait renoncé à ses droits sur mes actifs. De l'autre côté, j'avais l'arme, un morceau de papier qui prouvait que son infidélité n'était pas seulement une trahison envers moi, mais une trahison de la réalité biologique. J'ai pris le rapport de fertilité. Il me semblait lourd dans ma main, plus lourd que l'épaisse enveloppe que j'avais claquée sur la table au restaurant.
Nora, dis-je, un sourire froid touchant mes lèvres pour la première fois en 24 heures. J'ai tout. J'ai le post-nup. J'ai un prêt. Et j'ai la preuve qu'il tire à blanc. Alors nous avons fini de jouer en défense, a dit Nora. Nous passons à l'offensive. Tu vas les revoir, mais pas tout de suite. Laisse-les mariner. Laisse-les penser que tu as peur. Laisse-les penser que tu rassembles l'argent. Et puis, quand nous serons prêts, tu entreras dans cette pièce et tu les détruiras. J'ai regardé le coffre-fort, puis le placard plein de vêtements que je portais pour avoir l'air d'une cadre à succès. J'ai réalisé que je n'avais plus besoin des vêtements. J'avais la vérité. Le post-nup, ai-je dit en retournant à la page des signatures. Il stipule que si le mariage prend fin en raison d'un adultère, la partie fautive renonce à toute demande de pension alimentaire. Exactement, a dit Nora, et généralement, prouver l'adultère est compliqué. Cela nécessite des détectives privés, des photos, des horodatage, mais tu n'as pas besoin de ça. Tu as une sœur qui se promène en prétendant porter son enfant. Elle est la preuve vivante et respirante de sa rupture de contrat. Et le meilleur, la preuve est construite sur un mensonge que nous pouvons exposer avec une seule feuille de papier. J'ai fermé le coffre-fort. Je l'ai verrouillé. J'ai serré le dossier contre ma poitrine. Il voulait un règlement, ai-je dit à la pièce vide. Je vais leur en donner un. Dors un peu, Eva, a dit doucement Nora. Et scannez-moi ces documents. Je rédigerai les papiers de divorce. Le temps que tu t'assois à nouveau avec eux, l'encre sera sèche. J'ai raccroché le téléphone. Je me suis levé et j'ai marché jusqu'à la fenêtre. Le soleil était maintenant complètement levé, baignant Chicago d'une lumière crue et révélatrice. J'ai regardé la ville, l'empire de la logistique et du transport que j'aidais à diriger. Je déplaçais des choses pour gagner ma vie. Je déplaçais des conteneurs massifs à travers les océans. Je gérais des chaînes d'approvisionnement complexes. Je savais comment transporter des marchandises. Et maintenant, je savais exactement comment transporter mon mari et ma sœur hors de ma vie. L'enveloppe dans le restaurant avait été un coup de semonce. Le dossier dans ma main était l'option nucléaire, et j'étais celle qui avait les codes de lancement. Les 3 jours suivants ont été une masterclass de tromperie. Mais pour la première fois de ma vie, c'est moi qui tirais les ficelles. Nora a exposé la stratégie avec la précision d'un général dirigeant un siège. Affamez-les, a-t-elle dit. Coupez les lignes de ravitaillement, regardez-les paniquer, puis quand ils seront désespérés, offrez-leur une réunion. J'ai commencé par l'argent. Je suis allé à la banque pendant ma pause déjeuner et j'ai ouvert un nouveau compte courant uniquement à mon nom dans une autre institution. J'ai redirigé mon dépôt direct. Je suis allé sur mon compte principal, celui pour lequel Blake avait une carte de débit, et j'ai transféré 90% des liquidités sur le nouveau compte. Ensuite, je me suis connecté au portail de la carte de crédit et j'ai gelé sa carte d'utilisateur autorisée. J'ai annulé le paiement automatique de son Spotify, de son abonnement à la salle de sport et de l'abonnement mensuel au club de cigares exclusif où il n'allait jamais. La réaction a été immédiate. À 14 h le mardi, mon téléphone a vibré. C'était Blake. Et, j'ai essayé de prendre de l'essence. La carte a été refusée. Erreur de la banque. J'ai attendu 1 heure avant de répondre. Bizarre. Je vérifierai plus tard. En réunion toute la journée. À 16 h. Eva, sérieux. Je suis à l'épicerie. C'est embarrassant. Peux-tu la débloquer? Je n'ai pas répondu. Laissez-le être embarrassé. Laissez-le ressentir ce que c'est que de se tenir à une caisse et de réaliser que vous n'avez rien à vous. Puis est venue Lily. Elle a joué sous un angle différent. Elle n'a pas demandé d'argent directement. Elle a brossé un tableau de souffrance qui nécessitait une intervention financière. Elle a envoyé de longs textos décousus sur ses graves nausées matinales, sur le fait qu'elle avait des vertiges et ne pouvait pas se lever, sur le fait que l'odeur de son immeuble la faisait vomir. Elle a mentionné nonchalamment que son loyer était dû dans 3 jours et que son propriétaire menaçait d'expulsion. Je veux juste que le bébé soit en sécurité, a-t-elle texté. Le stress est si mauvais pour le développement. J'ai peur, Eva. J'ai répondu avec des phrases vagues et non engageantes. Ça a l'air difficile. Bois du thé au gingembre. Nous trouverons une solution éventuelle. Je les appâtais. J'avais besoin qu'ils sentent les murs se refermer.
J'avais besoin que leur cupidité se transforme en désespoir, car les personnes désespérées font des erreurs. Et Lily a commis une énorme erreur le jeudi après-midi. Il pleuvait à nouveau. Une bruine froide et grise qui rendait les rues de Chicago glissantes. J'étais dans le hall de mon immeuble, attendant qu'un coursier livre des contrats, lorsque les portes automatiques se sont ouvertes. Lily est entrée. Elle avait l'air pathétique, intentionnellement. Elle portait un sweat à capuche gris surdimensionné qui tombait de ses épaules, et elle serrait son ventre comme si elle le maintenait en place. Ses cheveux étaient en désordre et ses yeux étaient rouges. Quand elle m'a vu, elle a laissé échapper un sanglot qui a résonné sur les sols en marbre. « Eva » a-t-elle crié en se précipitant vers moi. Je ne savais pas où aller d'autre. Blake est à un entretien d'embauche. Un mensonge. Je savais qu'il jouait aux jeux vidéo chez son ami, et j'ai commencé à avoir des saignements. Eva, j'ai peur de le perdre. Elle a attrapé mon bras. Sa prise était étonnamment forte. Je dois aller dans une clinique privée. Les temps d'attente aux urgences sont trop longs. Je ne peux pas perdre ce bébé. S'il te plaît. Ça coûte $500 pour l'échographie d'urgence. Je l'ai regardé. J'ai regardé la performance. Et puis, alors qu'elle se penchait sur moi, enfouissant son visage dans mon épaule pour cacher ses yeux secs. Son sweat à capuche s'est légèrement relevé, je l'ai vu. C'était juste un éclair, un aperçu de peau qui n'était pas de la peau. Juste au-dessus de la taille de ses leggings, là où son ventre commençait, il y avait une crête distincte et artificielle. C'était de la couleur de la chair, mais la texture était fausse. C'était lisse, mat, et il y avait une couture. Mon cœur s'est arrêté, puis a redémarré avec un violent coup. Ce n'était pas un bébé. C'était du silicone. Je ne me suis pas reculé. Je n'ai pas crié. Je l'ai serré dans mes bras en retour, lui tapotant l'épaule avec une main qui voulait l'étrangler. « C'est bon, Lily » ai-je roucoulé, ma voix dégoulinant de fausse inquiétude. Pauvre petite. Monte. Utilise la salle de bain. Je vais chercher mon sac à main. Nous sommes montés à l'appartement. Je l'ai conduite à la salle de bain des invités. Va te nettoyer, ai-je dit. Je vais trouver mon chéquier. Dès que la porte de la salle de bain s'est refermée, j'ai bondi. Son sac à main était posé sur l'îlot de cuisine où elle l'avait laissé tomber dans sa course théâtrale. Je l'ai ouvert. C'était un désordre chaotique de rouge à lèvres, de papier de chewing-gum et de factures impayées. J'ai fouillé dedans, mes doigts se déplaçant rapidement. Au fond, froissée en boule, se trouvait une facture imprimée. Je l'ai lissée sur le comptoir. Le logo en haut était celui d'un site web appelé PropBump. Prothèse de maternité réaliste pour le cinéma et le théâtre. Article, l'illusion du deuxième trimestre. Ventre en silicone, teinte claire. Prix, $149,99. Adresse de livraison, Lily Thomas. J'ai regardé ça. J'avais envie de rire. C'était si absurde. Si grotesque. Elle ne mentait pas seulement. Elle portait un costume. Elle jouait un personnage dans une tragédie qu'elle avait elle-même écrite. J'ai sorti mon téléphone. J'ai pris une photo de la facture. J'ai pris 3 photos. M'assurant que la date et la description de l'article étaient lisibles. Puis je l'ai froissé à nouveau et je l'ai enfoncé au fond de son sac, exactement là où je l'avais trouvé. Je me suis dirigé vers la porte de la salle de bain. Je pouvais entendre l'eau couler, mais je pouvais aussi entendre le bruissement de vêtements. J'ai tranquillement mis mon œil à la fente de l'encadrement de la porte. Lily ajustait la prothèse. Elle avait soulevé son sweat à capuche et resserré une sangle qui passait autour du bas de son dos. Elle a lissé le silicone, le vérifiant dans le miroir. S'entraînant à se dandiner, elle a regardé son reflet et a souri. C'était un sourire froid et satisfait qui a disparu dès qu'elle a fermé le robinet. J'ai reculé, mon cœur battant la chamade. Je me suis retiré dans la cuisine. Quand Lily est sortie, elle avait de nouveau l'air tragique. Ça s'est arrêté, a-t-elle murmuré. Mais je ressens toujours des crampes. As-tu trouvé le chéquier? Je l'ai regardé. J'ai regardé la sœur que j'avais protégée toute ma vie, debout là, portant un mensonge à $150 attaché à son ventre. Je ne le trouve pas. J'ai menti. Mais écoute, nous ne pouvons pas continuer à faire ça au coup par coup. C'est trop stressant pour toi.
Nous devons régler ça correctement, pour de bon. Ses yeux se sont illuminés. Que veux-tu dire? Je veux dire que je suis fatigué de me battre, ai-je dit, enfilant le masque de la femme vaincue. Tu gagnes, Lily. Je veux te donner ce que tu as demandé. Je veux donner à Blake le partage 50-50e. Je veux créer une fiducie pour le bébé. Je veux que vous soyez en sécurité. Lily a laissé échapper un souffle, ses épaules s'affaissant de soulagement. Oh, Eva, merci. Je savais que tu comprendrais. Tu es si bonne. Retrouvons-nous demain soir, ai-je dit, au Copperfinch. 19h, dit à Blake d'apporter les papiers de divorce qu'il a imprimés. Nous signerons tout. Nous célébrerons votre nouvelle vie. D'accord, a-t-elle dit, rayonnante. Elle m'a de nouveau serré dans ses bras, pressant ce ventre en caoutchouc contre moi. Tu es la meilleure sœur du monde. Je sais, ai-je dit. Rentre chez toi et repose-toi. Ne t'inquiète pas pour la clinique. Nous te trouverons les meilleurs médecins que l'argent puisse acheter à partir de demain. Elle est partie en sautillant presque par la porte, guérie de sa fausse couche par la promesse d'un salaire. J'ai attendu qu'elle soit partie. Puis j'ai appelé Nora. J'ai la preuve irréfutable, ai-je dit. Elle porte un faux ventre. J'ai le reçu. J'ai les photos. Oh, ça va être amusant, a dit Nora, sa voix sombre d'anticipation. Tu es prête, Eva. Le piège est tendu. Cette nuit-là, j'ai préparé une enveloppe de format légal et je l'ai remplie de tout, la facture du faux ventre, le rapport de fertilité, le post-nup. Quand je l'ai scellé et que j'ai senti son poids dans mes mains, ça ne ressemblait pas à du papier. Ça ressemblait à de la justice. Le conseil de Nora a résonné dans ma tête. Laisse-les parler d'abord. Laisse-les creuser le trou. Laisse-les s'installer dans leur cupidité. Fais-leur dire les mots. Fais-leur prétendre que le bébé est de lui. Fais-leur exiger l'argent. Et puis, abat le marteau. J'ai bien dormi cette nuit-là pour la première fois en 3 semaines. Je n'ai pas rêvé de me noyer. J'ai rêvé d'une guillotine et c'est moi qui tenais la corde. Le Copperfinch attendait. La scène était prête et mes chers maris et sœurs étaient sur le point d'entrer dans une performance qu'ils n'oublieraient jamais. Les aiguilles de l'horloge antique au-dessus du bar du Copperfinch pointaient exactement sur 19h lorsque les lourdes portes en chêne se sont ouvertes. J'étais assise dans la même banquette qu'auparavant, portant la même robe vert foncé que j'avais portée la nuit où ma vie a implosé. J'avais hésité à me changer, peut-être à porter un tailleur pantalon pour signaler qu'il s'agissait d'une transaction commerciale, mais j'ai décidé de ne pas le faire. Je voulais qu'il voie la femme qu'il pensait avoir détruite. Je voulais qu'il voie que la soie était impeccable et que la femme à l'intérieur était faite d'acier renforcé. Ils sont entrés et la transformation était nauséabonde. Il y a 3 semaines, ils étaient nerveux, s'agitant comme des adolescents pris en flagrant délit de vol à l'étalage. Ce soir, ils marchaient avec l'assurance de gagnant du loto qui venait d'encaisser le billet. Blake portait son meilleur blazer bleu marine, celui que je lui avais acheté pour notre anniversaire, et il avait ciré ses chaussures. Il guidait Lily avec une main protectrice sur le bas de son dos, la faisant parader dans la salle à manger comme si elle portait le Messie plutôt qu'un accessoire en silicone acheté pour $149. Lily était radieuse. Elle avait attaché ses cheveux en un chignon maternel doux et portait une robe pastel fluide qui mettait en valeur le faux ventre. Elle jouait parfaitement le rôle. Elle ressemblait à la mère en devenir, rayonnante et fertile. Tandis que j'étais assise dans le coin, la femme de carrière stérile et froide sur le point d'être rejetée, ils ont atteint la table. Blake a tiré la chaise de Lily avec une fioriture entièrement performative. Il a attendu qu'elle soit installée, ajustant sa serviette pour elle avant de s'asseoir et de me regarder. Eva, dit-il en hochant la tête solennellement. Merci d'avoir accepté de nous rencontrer. Je sais que c'est difficile, mais je suis content que nous fassions cela de la bonne manière. Il a fait signe au serveur avant que je puisse répondre. De l'eau pour la dame, a ordonné Blake en désignant Lily. Température ambiante, s'il vous plaît. L'eau froide dérange son estomac. Et apportez un pinot noir pour ma femme. Il a hésité sur le mot « femme », savourant sa maladresse. Il jouait le rôle du patriarche bienveillant, l'homme prenant les décisions difficiles pour le bien de sa nouvelle famille en expansion. Je ne veux pas de vin, ai-je dit, ma voix stable. Je veux entendre les chiffres. Blake a souri. Une expression crispée et condescendante qui suggérait qu'il pardonnait ma grossièreté parce que j'étais clairement émotive.
Il a sorti un dossier de sa mallette. Il était mince. Il était pathétique comparé à l'épaisse enveloppe posée sur le siège à côté de moi. Bien, a dit Blake en joignant ses mains sur la table. Nous avons beaucoup réfléchi à ce qui est juste. Nous voulons que tu sois heureuse, Eva. Nous le voulons vraiment, mais nous devons être réalistes quant aux besoins du bébé. Il a ouvert son dossier et m'a glissé une seule feuille de papier. C'était une feuille de calcul très simple et très optimiste. La proposition est simple, a dit Blake en tapotant le papier avec son index. Nous vendons l'appartement de River North. Le marché est en plein essor en ce moment. Nous prenons le capital et nous le partageons 50-50e. Cela te donne un joli pécule pour trouver un logement plus petit, peut-être un condo plus près de ton bureau, et ça donne à Lily et à moi assez pour un acompte sur une maison familiale en banlieue, quelque chose avec un jardin. J'ai regardé le papier. Il demandait la moitié de l'actif que ma LLC possédait, l'actif pour lequel il n'avait jamais payé un centime. Et en ce qui concerne les actifs liquides, a poursuivi Blake, prenant confiance alors que je ne retournais pas immédiatement la table. Nous savons que tu as les comptes d'investissement, les actions, les obligations. Comme nous étions mariés pendant la phase d'accumulation, je pense qu'un partage à 50% est standard, mais pour montrer ma bonne foi, je suis prêt à prendre 40%. Je suis prêt à te laisser la majorité. Il a fait une pause, attendant de la gratitude. Comme aucune ne venait, il s'est éclairci la gorge. Cependant, a-t-il ajouté, étant donné que je serai le principal soutien de famille de notre nouveau foyer pendant que Lily allaitera, et considérant que mes chèques de commission sont volatiles, nous demandons une pension alimentaire juste pour 3 ans. 5 000 $ par mois, juste jusqu'à ce que le bébé soit en maternelle et que je puisse stabiliser mes revenus. 5 000 $ par mois. Il voulait que je lui paie un salaire pour le travail de coucher avec ma sœur. Lily a tendu la main sur la table. Elle n'a pas essayé de me toucher cette fois, sentant probablement le champ radioactif de haine qui émanait de moi. Au lieu de cela, elle a posé sa main sur sa poitrine, me regardant avec de grands yeux suppliants. « Eva, s'il te plaît, a-t-elle dit, sa voix tremblant d'émotions fabriquées. Je sais que ça semble beaucoup, mais souviens-toi d'où nous venons. Souviens-toi de l'appartement en Ohio. Souviens-toi comment maman et papa ont lutté. Tu ne veux pas ça pour ce bébé. Tu ne veux pas que ta nièce ou ton neveu grandisse en s'inquiétant de la facture d'électricité. » Elle a fait une pause pour laisser la culpabilité s'installer, puis est passée à la flatterie. Tu as toujours été la forte. Tu es le rock. Tu as une grande carrière. Tu as Atlas Bridge. Tu peux récupérer cet argent en 1 an. Nous ne le pouvons pas. Nous avons besoin de ce coup de pouce. Si tu ne le fais pas pour nous, fais-le pour maman et papa. Si nous devons traîner ça devant les tribunaux, si nous devons nous battre, ça les tuera. Le cœur de maman est déjà si faible. Veux-tu vraiment être la raison pour laquelle elle se retrouve à l'hôpital? C'était un coup de maître de chantage émotionnel. Elle utilisait ma propre compétence contre moi. Elle soutenait que parce que j'étais capable de survivre sans leur aide, j'étais obligé de les laisser me cannibaliser. Et de plus, a ajouté Lily, sa main dérivant vers la masse de silicone sous sa robe. Le stress est si mauvais pour la grossesse. Le médecin a dit qu'avec la chronologie, puisque j'entre déjà dans le 2e trimestre, j'ai besoin d'un calme absolu. J'ai senti le bébé bouger pour la première fois hier alors que nous nous disputions à propos des factures. Je ne veux pas faire subir ça au bébé. J'ai figé. Ma main, qui s'était tendue vers mon verre d'eau, s'est arrêtée en l'air, entrant dans le 2e trimestre il y a 3 semaines, lors du premier dîner. Ils avaient prétendu que c'était un accident récent. Ils avaient dit que c'était arrivé pendant que j'étais à Seattle le mois dernier. Cela la ferait enceinte de 6, peut-être 7 semaines. À 7 semaines, le fœtus a la taille d'une myrtille. On ne sent pas de coups. On n'entre pas dans le 2e trimestre. Si elle prétendait être au 2e trimestre, cela signifiait que la liaison avait commencé il y a au moins 4 mois, bien avant le récit de l'erreur unique qu'il m'avait vendue. Elle venait d'admettre, dans son empressement à jouer la victime, qu'ils avaient menti sur la chronologie depuis le tout début. Elle était si empêtrée dans son mensonge sur les symptômes de la grossesse qu'elle avait oublié son mensonge sur la date de conception. J'ai regardé Blake. Il n'avait pas remarqué. Il était trop occupé à regarder les chiffres des capitaux propres sur sa feuille de calcul, dépensant mentalement l'argent pour un nouveau camion. Donc c'est l'offre, a dit Blake,
levant les yeux et affichant un sourire triste et plein de remords. Nous réglons ça ce soir. Nous signons l'accord préliminaire. Tu acceptes la vente et les paiements de pension, et en échange, nous gardons ça secret. Il s'est penché, sa voix baissant à un murmure conspirateur. Pense à ta position, Eva. Tu es vice-présidente maintenant. Atlas Bridge est une entreprise conservatrice. Ils n'aiment pas le désordre. Si nous allons au tribunal, si cela devient un divorce public avec des allégations de négligence ou de cruauté émotionnelle, ce serait dans le dossier public. Ce serait embarrassant. Nous t'offrons une rupture nette. Nous t'offrons de sauver ta réputation. Voilà, la menace finale, le marteau recouvert de velours. Il ne demandait pas seulement de l'argent. Il menaçait de torcher ma carrière si je ne le lui remettais pas. Je les ai regardés. J'ai regardé le mari qui pensait être stérile mais qui réclamait un enfant. J'ai regardé la sœur qui portait un accessoire de film et menaçait la santé de notre mère. J'ai regardé deux personnes qui étaient si aveuglées par leur propre cupidité qu'elles n'avaient pas réalisé qu'elles étaient assises dans un piège. Ils attendaient que je pleure. Ils attendaient que je sorte un chéquier. Ils attendaient qu'Eva, qui réparait tout, commence à négocier les termes de sa propre reddition. J'ai pris mon verre de vin. J'ai pris une longue et lente gorgée. Le liquide était frais et acide. J'ai avalé, le sentant brûler agréablement dans ma gorge. J'ai posé le verre sur la nappe blanche avec un clic délibéré et doux. Je n'ai pas dit un mot. J'ai simplement tendu la main vers le siège à côté de moi et j'ai soulevé la lourde enveloppe de format légal. Je l'ai posée sur la table. Elle a atterri avec le même bruit sourd que la première il y a 3 semaines. Mais cette fois, le son n'était pas une question. C'était une réponse. Tu as raison, Blake, ai-je dit, ma voix douce, presque douce. Nous devrions certainement mettre les choses au clair, et nous devrions certainement examiner les documents. J'ai glissé l'enveloppe vers eux. Mais avant de parler de partager mes actifs, ai-je dit, un sourire froid atteignant enfin mes yeux. Je pense que nous devons parler de ce qu'il y a réellement à l'intérieur de cette enveloppe. Et je pense que nous devons parler de ce qu'il y a réellement à l'intérieur de la robe de Lily. Leurs sourires ont faibli. L'air dans le restaurant a semblé disparaître. J'ai vu le sang se retirer du visage de Blake alors qu'il regardait l'épais paquet de papier, réalisant trop tard que ce n'était pas une offre de règlement. C'était un acte d'accusation. J'ai plongé la main dans l'enveloppe. Je ne me suis pas précipité. Je me suis déplacé avec la lenteur délibérée et angoissante d'un chirurgien choisissant le bon scalpel pour une amputation. Le restaurant bourdonnait du faible murmure de couples heureux et d'affaires commerciales. Mais à notre table, le silence était absolu. C'était le silence lourd et suffocant d'une salle d'audience juste avant la lecture du verdict. J'ai sorti le premier document. C'était une épaisse pile de papier agrafé dans le coin supérieur, les bords nets et tranchants. Je l'ai posé directement devant Blake, lissant la page de couverture avec la paume de ma main. « Reconnais-tu cela ?» ai-je demandé. Blake a plissé les yeux sur le document. Il avait l'air confus, son front se plissant alors qu'il lisait le titre en lettres majuscules grasses. « Accord de propriété postnuptiale » a-t-il lu à haute voix, les mots ayant le goût de la cendre dans sa bouche. Il a levé les yeux vers moi, un rire nerveux bouillonnant dans sa gorge. « Qu'est-ce que c'est, Eva ? Nous n'avons jamais signé de postnup. Tu en as parlé une fois, mais nous n'avons jamais. » Mensonge, ai-je dit, ma voix n'était pas forte. Elle n'avait pas besoin de l'être. Elle a traversé l'air avec la précision d'un laser. Il a tourné les pages, ses mains commençant à trembler. Il a atteint le bloc des signatures. Là, à l'encre bleue, se trouvait sa signature. Elle était désordonnée, griffonnée à la hâte, mais c'était indéniablement la sienne. Et juste à côté, il y avait une date d'il y a 3 ans. La date te dit quelque chose, ai-je demandé en prenant une gorgée de mon eau. Laisse-moi te rafraîchir la mémoire. C'était le 16 novembre. Il était 3 heures du matin. Tu m'as appelé d'une cellule de garde à vue parce que tu avais embouti une Lexus garée après une soirée avec tes amis. Tu étais ivre. Tu étais terrifié. Tu faisais face à une conduite en état d'ivresse et à un procès qui t'aurait ruiné avant même de commencer. Les yeux de Lily se sont écarquillés. Elle a regardé Blake, qui était soudainement très intéressé par la nappe. Tu as eu une conduite en état d'ivresse, a-t-elle murmuré. Tu m'as dit que tu avais un casier vierge. J'ai arrangé ça, ai-je continué en ignorant Lily.
J'ai engagé le meilleur avocat de la défense de la ville. J'ai payé le propriétaire de la Lexus $25 000 de ma poche pour régler les dommages à l'amiable afin qu'il ne porte pas plainte. J'ai sauvé ton permis. J'ai sauvé ta réputation, mais je t'ai dit alors, Blake, que ma générosité avait un prix. J'ai montré le document. Je t'ai dit que si j'allais utiliser mes actifs pour nettoyer tes dégâts, je devais m'assurer que mes actifs restaient les miens. Nora l'a rédigé. Elle s'est assurée que tu avais un conseil indépendant. Te souviens-tu de Robert Davis, l'avocat que j'ai payé $500 de l'heure pour te représenter juste pour m'assurer que tu ne pourrais pas prétendre à la coercition plus tard? Je pensais que c'était des papiers d'assurance, a balbutié Blake. La sueur était maintenant visible sur sa lèvre supérieure. J'avais la gueule de bois. J'étais stressé. Tu as juste mis des papiers devant moi et tu as dit de signer si je voulais rentrer à la maison. Je ne savais pas que je renonçais à mes droits. L'ignorance de la loi n'excuse personne, surtout quand on a un avocat assis à côté de soi qui explique chaque clause, ai-je dit froidement. Mais regardons ce à quoi tu as renoncé, d'accord? J'ai tendu la main et j'ai tourné le document à la page 4. J'ai passé mon doigt sur le texte, m'arrêtant à un paragraphe surligné en jaune. Clause 7, section A, ai-je lu à haute voix. La partie identifiée comme Marie reconnaît que la propriété située à River North, Chicago, détenue par l'entité Thomas Arbor LLC, est la propriété unique et distincte de l'épouse. Le mari renonce à toute réclamation sur le capital, l'appréciation ou la résidence dans ladite propriété en cas de séparation ou de divorce. J'ai levé les yeux. Le visage de Blake avait perdu toute couleur. C'était un masque de mastic gris. Et ici, ai-je dit en tournant à la page suivante, clause 9, tous les comptes d'investissement, actions, options et fonds de retraite détenus au nom de l'épouse ou acquis par le biais de son emploi chez Atlas Bridge Logistics restent des biens propres. Le mari reconnaît qu'il n'a apporté aucune contribution financière à ses comptes et renonce à tous les droits à une distribution équitable. Je me suis penché en arrière dans mon fauteuil, croisant les bras. Alors Blake, ce partage 50-50e que tu viens de proposer, se pécule pour ta nouvelle famille. Il n'existe pas. Tu y as renoncé il y a 3 ans pour rester hors de prison. Lily a fait un bruit qui ressemblait à un chat étranglé. Elle a arraché le document de sous le nez de Blake. Ses yeux ont parcouru les pages, cherchant désespérément une échappatoire, une erreur, n'importe quoi qui pourrait sauver son salaire. Ça ne peut pas être légal, a-t-elle sifflé, sa voix montant en ton. Tu ne peux pas simplement lui faire renoncer à tout. Nous avons des droits. Nous avons un bébé. Lis la clause 12, Lily, ai-je dit en montrant le bas de la page qu'elle serrait. C'est ma partie préférée. Elle a baissé les yeux. Ses lèvres ont bougé alors qu'elle lisait le jargon juridique. En cas d'infidélité entraînant la dissolution du mariage, la partie fautive renonce à toute demande de pension alimentaire temporaire ou permanente. J'ai demandé le divorce ce matin, ai-je annoncé calmement, sans contestation. Pour adultère, j'ai les textos. J'ai ta confession d'il y a 3 semaines, et maintenant j'ai ce document. J'ai regardé Blake, qui était maintenant affalé sur sa chaise, l'air d'un homme qui venait de voir sa maison brûler. Alors, voici la nouvelle réalité, ai-je dit, ma voix baissant à un ton terrifiant de conversation. Tu quittes ce mariage avec exactement ce que tu y as apporté. Ton camion, sur lequel il reste encore des paiements, tes vêtements et tes clubs de golf. C'est tout. Pas d'argent pour l'appartement, pas d'option d'achat d'actions, pas de $5 000 par mois. Blake a levé les yeux vers moi, ses yeux humides. Eva, tu ne peux pas faire ça. Je n'ai nulle part où aller. Je n'ai pas d'économie. Comment suis-je censé vivre? Tu aurais dû y penser avant de décider de coucher avec ma sœur, ai-je dit. Mais attendez, je n'ai pas fini. J'ai sorti un deuxième document plus mince de l'enveloppe. Vous souvenez-vous de l'accord de prêt, ai-je demandé. Celui pour les $42 000 que j'ai payé pour régler vos dettes avant notre mariage et les $25 000 pour l'accident de la Lexus et les intérêts qui se sont accumulés pendant 5 ans. J'ai glissé le papier sur la table. Il a atterri sur le dessus du post-nup. Selon ce contrat, qui est également notarié, ce n'était pas des cadeaux. C'étaient des prêts exigibles. Cela signifie que je peux exiger le remboursement intégral à tout moment. Je me suis penché en avant, mon visage à quelques centimètres du sien. Je l'exige maintenant, Blake. Le total avec les intérêts est d'environ $84 000. Je pourrais te poursuivre en justice pour cela.
Je pourrais saisir tes salaires pendant les 10 prochaines années. Je pourrais prendre ton camion. Je pourrais m'assurer que tu n'obtiens plus jamais de carte de crédit. Le silence qui a suivi était assez lourd pour écraser des os. Blake tremblait visiblement maintenant. Lily le regardait avec un regard d'horreur pure et non dilué. Elle ne le regardait pas avec amour. Elle ne le regardait pas comme le père de son enfant. Elle le regardait comme un mauvais investissement dont elle devait se débarrasser immédiatement. « Tu es fauché », a murmuré Lily. Le mot est resté en suspens dans l'air. L'ai cru. « Tu es complètement fauché. »« Eva. »« S'il te plaît », a supplié Blake, ignorant Lily. Il a tendu la main vers la mienne, mais je l'ai retirée. « Je ne peux pas payer ça, tu sais. Je ne peux pas payer ça. Aie pitié. Nous avons été mariés pendant 5 ans. Est-ce que ça ne signifie rien? Ça signifiait tout pour moi, ai-je dit doucement. C'est pourquoi j'ai payé tes dettes. C'est pourquoi je t'ai sauvé de la prison. C'est pourquoi j'ai construit cette vie pour nous. Mais ça ne signifiait clairement rien pour toi. Je me suis rassise en lissant ma robe. Cependant, ai-je dit, laissant le mot en suspens. Je suis une femme raisonnable. Je pourrais être persuadée de pardonner la dette. Je pourrais être persuadée de te laisser partir avec juste tes vêtements et sans procès en suspens. La tête de Blake s'est redressée d'un coup. Comment? Je ferai n'importe quoi. Dis-moi quoi faire. Signe les papiers de divorce exactement comme Nora les a rédigés, ai-je dit. Tu pars sans rien. Tu ne me contacteras plus jamais. Tu admets l'adultère pour que le divorce soit prononcé immédiatement. Fais ça et je déchirerai l'accord de prêt. Tu seras pauvre, Blake. Mais tu seras libre de dette. C'est le seul package de départ que tu obtiens de moi. Blake a hoché la tête vigoureusement. Je signerai. Je signerai tout de suite. Où est-ce? Blake, a crié Lily. Elle a attrapé son bras, ses ongles s'enfonçant dans sa veste. Es-tu fou? Tu vas juste abandonner. Et nous? Et la maison? Et le bébé? Tu as promis que tu prendrais soin de nous. Blake s'est retourné contre elle. Et pour la première fois, j'ai vu la laideur de son caractère dirigé contre quelqu'un d'autre que moi. Il a repoussé sa main de son bras. Tais-toi, Lily, a-t-il lâché. Tu ne l'entends pas? Elle possède tout. L'appartement est une LLC. Je n'ai rien. Si je ne signe pas ça, elle va me poursuivre en justice pour 80 000 $. Je serai en faillite. Je ne peux pas t'acheter une maison. Je ne peux même pas t'offrir à dîner. Espèce de lâche, a crié Lily, oubliant de chuchoter. Les gens aux tables voisines se sont retournés pour regarder. Tu as dit que tu avais un plan. Tu as dit qu'elle était douce. Tu as dit qu'elle nous paierait juste pour qu'on s'en aille. Elle nous a joué, a sifflé Blake en retour. Elle avait ça de prévu depuis des années. C'est un piège. Je les ai regardés. J'ai regardé l'amour de toute une vie se désintégrer en moins de 5 minutes lorsque l'oxygène de l'argent a été coupé. C'était pathétique. C'était satisfaisant, mais ce n'était pas fini. J'ai repris mon verre de vin, faisant tourner le liquide rouge. J'ai regardé Lily, dont le visage était rouge de rage et de panique. Elle a réalisé que sa poule aux œufs d'or était en fait une dinde cuite. Elle réalisait qu'elle était coincée avec un homme brisé et sans colonne vertébrale et un mensonge qui allait devenir très cher à entretenir. Je me suis éclairci la gorge. Ils ont tous les deux arrêté de se disputer et m'ont regardé, se souvenant tout d'un coup qui tenait le fouet. Vous avez l'air contrarié, ai-je dit calmement. Et je comprends que ce soit un choc de découvrir que votre plan de retraite a été annulé, mais vous devriez économiser un peu de cette énergie. J'ai sorti une dernière fois la main de l'enveloppe. Parce que, ai-je dit, ma main se refermant sur la dernière pile de papier, le rapport médical et les photos du ventre en silicone. Ce n'était que la première moitié du secret. Nous n'avons même pas encore parlé du bébé. J'ai vu les yeux de Lily s'écarquiller. J'ai vu le sang se retirer de son visage, la laissant ressemblant à un fantôme dans une robe pastel. Elle a su en une fraction de seconde. Elle a su que je savais. Et croyez-moi, ai-je dit en sortant les papiers et en les tenant face cachée sur la table, ma main posée dessus comme un couvercle sur une boîte de vipères. Cette partie est bien, bien pire. J'ai gardé ma main sur la dernière pile de papier,
sentant la surface fraîche de la feuille supérieure contre ma paume. Le restaurant était chaud, rempli de l'odeur d'ail rôti et de vin rouge, mais l'air autour de notre table était au zéro absolu. Blake était encore sous le choc du coup financier, son visage pâle et luisant de sueur. Lily le fusillait du regard, sa poitrine se soulevant, piégée entre sa cupidité et la soudaine prise de conscience que son complice était inutile. « Tu as dit qu'il y avait une seconde moitié », a murmuré Blake, sa voix se brisant. Il ressemblait à un homme qui avait déjà été abattu mais qui attendait encore de tomber. « Qu'est-ce que tu pourrais bien avoir d'autre ? Tu as déjà pris l'argent. Tu as pris la maison. J'ai pris l'argent parce qu'il était à moi, les jeux corrigés doucement. Mais il s'agit de ce que tu penses être à toi. J'ai retourné la pile de papier. Le document du dessus n'était pas un contrat. C'était un rapport médical. Je l'ai glissé sur la nappe, le naviguant autour du vase de fleurs fraîches que Blake avait si optimistement commandé. Il s'est immobilisé directement sous son nez. « Reconnais-tu le logo, Blake ?» ai-je demandé. « L'Institut de fertilité de Chicago. Nous y sommes allés l'année dernière. Tu t'es plaint du parking. Tu t'es plaint de l'infirmière. Tu t'es plaint que le gobelet d'échantillon était trop petit. » Blake a regardé le papier. Ses yeux ont fait des allers-retours, essayant de donner un sens à la police clinique. « Nous n'avons jamais eu les résultats », a-t-il marmonné. « Maman a eu son AVC. Nous avons oublié. Nous ne les avons pas eus, ai-je dit. Mais ils les ont envoyés par la poste. Ils sont restés dans le coffre-fort pendant 1 an. Je les ai ouverts il y a 3 jours. Je me suis penché en avant, ma voix baissant à un murmure qui était plus fort qu'un cri. Lis le diagnostic, Blake. Lis la ligne en bas. Il l'a lu. J'ai regardé ses lèvres bouger. Azoospermie, absence totale de spermatozoïdes, stérilité. Le médecin a noté ton historique d'oreillon quand tu avais 14 ans, ai-je continué, récitant les faits que j'avais mémorisés. Il a écrit que les dommages étaient catastrophiques. Il a écrit que tes chances de concevoir un enfant naturellement ne sont pas seulement faibles, elles sont nulles, statistiquement impossibles. Je me suis rassise, laissant les mots flotter dans l'air comme de la fumée. Alors, ai-je dit, tournant lentement mon regard vers Lily. Elle était figée, sa main serrant le verre de vin si fort que j'ai cru qu'il pourrait se briser. Cela nous amène à une question intéressante. Si Blake est stérile, et qu'il est stérile depuis son adolescence, alors qui est exactement à l'intérieur de ton ventre, Lily ? Le silence qui a suivi était lourd. C'était le genre de silence qui précède une explosion. Blake a levé les yeux du papier. Il m'a regardé, les yeux écarquillés de confusion. Puis il a tourné la tête lentement, robotiquement, vers Lily. La prise de conscience l'a frappé par vagues. D'abord la confusion, puis l'incrédulité, et enfin une rage si pure qu'elle a déformé ses traits. « Tu as dit que c'était le mien », a murmuré Blake. Sa voix tremblait. « Tu as juré. Tu m'as dit les dates. Tu m'as dit que c'était un miracle. » « C'est une erreur », a balbutié Lily, son visage devenant rouge tacheté. « Ce test est faux. Les médecins font des erreurs tout le temps. C'est ton bébé, Blake. Je le sens. Il a tes yeux. Je veux dire, je sais que c'est le tien. A-t-il des yeux, ai-je demandé en haussant un sourcil. C'est impressionnant pour un fœtus qui n'est censé avoir que quelques mois. Mais Lily, tu n'as plus besoin de mentir parce que nous savons qu'il n'y a pas de bébé. J'ai attrapé la feuille de papier suivante dans la pile. Je l'ai claquée sur le rapport médical. C'était la facture. L'impression était grande et accablante. Propbain.com, l'illusion du 2e trimestre, silicone, $149,99. J'ai trouvé ça dans ton sac à main, ai-je dit froidement, pendant que tu étais dans ma salle de bain à t'entraîner à te dandiner. Et ça, j'ai posé les photos, les images granuleuses à contraste élevé de la crête de silicone qui dépassait de sa ceinture, la douceur artificielle de la peau qui ne correspondait pas à son propre teint. Et enfin, ai-je dit en laissant tomber le dernier morceau de papier, une capture d'écran que j'avais prise d'une notification sur son téléphone quand elle l'avait laissé sur la table pour aller aux toilettes pendant sa crise de fausse couche. Un texto à ton amie Sarah, ai-je lu à haute voix, ma voix dépourvue d'émotion. Il est si bête. Dès qu'elle signe les papiers et transfère l'argent, je vais simuler une fausse couche. Je dirais que c'était le stress. Ensuite, nous partagerons l'argent et j'irai à Cabo.
Ma vie commence enfin. Blake a fait un bruit comme un animal blessé. Il s'est levé si brusquement que sa chaise est tombée en arrière avec un grand fracas. Il a regardé la facture. Il a regardé la photo. Il a regardé la femme pour qui il avait détruit son mariage. C'est faux, a-t-il étouffé, il a tendu la main et avant que Lily ne puisse l'arrêter, il a attrapé le devant de sa robe pastel. Non, ne me touche pas, a crié Lily, repoussant ses mains, mais il avait déjà pris contact. Il l'a senti. Il a senti la résistance dure et caoutchouteuse de la prothèse. Il a reculé comme s'il avait touché un serpent. Tu portes un costume, a dit Blake, sa voix s'élevant en un cri. Tu n'es pas enceinte. Tu es juste grosse et menteuse. Je l'ai fait pour nous, a crié Lily en retour, abandonnant le jeu. Son visage s'est tordu en un grognement. Nous avions besoin de l'argent. Tu es fauché. Tu es un perdant qui vend des voitures d'occasion. Comment allions-nous obtenir son argent autrement? J'ai dû trouver un plan parce que tu es trop stupide pour penser à quoi que ce soit. Tu as ruiné ma vie, a rugi Blake. J'ai quitté ma femme pour toi. J'ai tout abandonné parce que je pensais que j'allais être père. Tu as ruiné ta propre vie, a craché Lily. C'est toi qui as couché avec moi. C'est toi qui voulais un coup de pouce à ton ego parce qu'Eva avait trop de succès pour toi. Il se criait dessus maintenant, debout au milieu du restaurant chic, se lançant des insultes et des accusations tandis que les autres clients les regardaient en silence, choqués. Le serveur se précipitait, l'air paniqué. Je les ai regardés. J'ai regardé les deux personnes qui avaient conspiré pour me saigner à blanc maintenant en train de se déchirer. C'était laid. C'était bruyant. Et c'était la plus belle chose que j'ai jamais vue. Je me suis éclairci la gorge. Ce n'était pas un son fort, mais il a traversé leur dispute. Ils se sont tous les deux arrêtés, haletants, et m'ont regardé. Ils semblaient se souvenir tout d'un coup que j'étais toujours celle qui tenait les cartes. Asseyez-vous, ai-je dit. Ils ont hésité, mais ils se sont assis. Blake a redressé sa chaise. Lily a lissé sa robe sur le faux ventre, l'air maussade et acculé. Voici comment cette nuit se termine, ai-je dit. J'ai croisé les mains sur la table. J'ai assez de preuves sur cette table pour vous envoyer tous les deux en prison. C'est une fraude. C'est une tentative d'extorsion. C'est une conspiration pour commettre un vol. Si je porte cela à la police, vous allez en prison. Si je porte cela à Atlas Bridge, Blake, vous n'obtiendrez plus jamais de travail dans cette ville. Et Lily, si je montre cela à maman et papa, eh bien, le choc pourrait en fait tuer maman, mais vous serez certainement déshérité. Lily est devenue pâle. Le combat l'a quittée. Eva, s'il te plaît, ne le dis pas à maman. S'il te plaît, je ne veux pas détruire la famille, ai-je dit. Contrairement à la croyance populaire, je ne suis pas cruel. Je veux juste être libre. J'ai poussé les papiers de divorce vers Blake. Je lui ai tendu un stylo. Signe les papiers, ai-je ordonné. Divorce sans contestation. Tu admets l'adultère. Tu renonces à tous les droits sur mes biens. Tu renonces à la pension alimentaire. Tu reconnais que la dette est pardonnée en échange d'une rupture nette. Blake a attrapé le stylo. Il n'a même pas lu le texte. Il a signé son nom si vite que l'encre a bavé. Il m'a repoussé les papiers, ses mains tremblant. Et toi, ai-je dit en me tournant vers Lily. Tu vas disparaître. Tu vas rentrer chez toi, faire tes valises, et tu vas retourner en Ohio. Tu vas dire à maman et papa que tu as décidé que la ville n'était pas pour toi. Et dans quelques semaines, tu vas leur dire que tu as fait une fausse couche naturelle. Tu ne me blâmeras pas. Tu ne blâmeras pas le stress. Tu diras que c'est juste arrivé. Si j'entends un seul mot, ai-je continué, ma voix se durcissant. Si j'entends que tu m'as demandé de l'argent ou utilisé mon nom pour ouvrir une carte de crédit ou raconter à quelqu'un une histoire larmoyante sur la façon dont ta méchante sœur t'a abandonné, je publierai ces photos. J'enverrai la facture à tout le monde que nous connaissons. Je m'assurerai que le monde entier voit le reçu du ventre en caoutchouc que tu portes. Lily a hoché la tête. Elle pleurait maintenant. De vraies larmes cette fois. Les larmes d'une escroc qui avait été déjouée. Je promets. Je le jure, Eva. J'ai rassemblé les papiers. J'ai vérifié la signature de Blake. Elle était valide. J'ai tout remis dans l'enveloppe, le post-nup,
le rapport médical, la facture, les photos. J'ai fermé le fermoir. Je me suis levé. Une dernière chose, Lily, ai-je dit en la regardant de haut. Elle avait l'air petite et pathétique dans sa robe de maternité chère. Si un jour tu as vraiment un enfant, ai-je dit, ma voix calme mais perçante. J'espère que tu apprendras à être une mère, parce qu'une vraie mère protège son enfant. Elle ne l'utilise pas comme monnaie d'échange, et elle ne l'invente certainement pas pour voler sa sœur. N'enseigne pas à tes futurs enfants que l'amour est une transaction. C'est la seule leçon que je vais te donner gratuitement. J'ai pris mon sac à main. J'ai pris l'enveloppe. L'addition est à vous, ai-je dit à Blake. Je suppose que vous ne pouvez pas la payer, mais ce n'est plus mon département. Je me suis retourné et je suis parti. Eva, a crié Blake. Sa voix était désespérée, terrifiée. Eva, attends. Comment suis-je censé rentrer à la maison? Tu as pris la voiture. Je ne me suis pas arrêté. Je ne me suis pas retourné. J'ai passé le comptoir de l'hôtesse, passé le voiturier qui m'a tenu la porte. Je suis sorti dans la nuit mordante de Chicago. L'air était froid, vif et pur. Il sentait la pluie, les gaz d'échappement et le pavé mouillé. J'ai marché jusqu'à ma voiture, mes talons claquant un rythme régulier et rythmé sur le trottoir. J'ai déverrouillé la porte et j'ai jeté la lourde enveloppe sur le siège passager. Elle était là, un tas de papiers qui étaient autrefois le poids de mon monde. Maintenant, juste des déchets légaux à classer. J'ai démarré le moteur. Le tableau de bord s'est allumé, brillant, chaud et lumineux. J'ai mis la voiture en marche et je suis parti dans la circulation. Alors que je m'engageais sur l'autoroute, regardant les lumières de la ville défiler devant moi. J'ai pris une profonde inspiration. Ma poitrine s'est dilatée, se remplissant d'air. Et pour la première fois en 3 semaines, pour la première fois en 10 ans, il n'y avait pas de pression, il n'y avait pas de poids, j'étais seul et j'étais libre. Merci beaucoup d'avoir écouté mon histoire. Ce fut un long voyage pour Eva et je suis si heureuse que vous soyez restés jusqu'à la toute fin pour voir la justice rendue. J'aimerais savoir d'où vous écoutez. Veuillez commenter ci-dessous avec votre ville ou votre pays. Et dites-moi ce que vous auriez fait si vous étiez à la place d'Eva. Si vous avez apprécié cette histoire, assurez-vous de vous abonner à Histoire de famille brisée.